Bonjour Ali, comment ça va? Bonjour Anis, comment ça va? Eh ben écoute, moi ça va très très bien. Je suis très content de t'accueillir sur notre humble live Twitch qui discute, on discute souvent d'intelligence artificielle. Vu tes récentes vidéos, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir ici. Je suis très ravi d'être là. Let's go. Alors, on va commencer peut-être par un petit tour. Alors, sache une chose, c'est que je suis un très mauvais intervieweur. D'accord? Oui. Je suis pas un communicant, donc je suis désolé. Mais on va peut-être commencer par te demander de te présenter, même si je pense que dans le chat, tout le monde te connaît, mais histoire de t'accueillir comme il faut. Ouais, bonjour à tous, moi donc là c'est Lé, donc je fais des vidéos YouTube aussi, donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Science for All. J'ai une thèse en mathématiques et depuis quelques années je m'intéresse beaucoup à la question de la sécurité du machine learning. Et plus récemment, on a lancé une plateforme qui s'appelle Tournesol, donc je suis cofondateur et président. Et encore plus récemment, en train de travailler sur un autre projet de start-up en cybersécurité. Ça fait combien de temps c'est quoi ton parcours un peu? Je vais display Tournesol en même temps, qui est une initiative dont on va reparler. Alors attends, je vais essayer de faire un truc. Est-ce que ça... Oui, ça va fonctionner. Donc voilà. C'est quoi ton parcours un peu, les? Ouais, donc mon parcours, j'ai fait système des grandes écoles en France, donc j'ai intégré une grande école, donc l'école polytechnique. Et ensuite, j'ai fait de la recherche. Je me suis un peu fait piéger à faire de la recherche. J'ai commencé par un petit projet de master et finalement, c'est transformé en doctorat. Donc c'était vraiment de la recherche plus en théorie des jeux, un peu optimisation. Après, j'ai fait un postdoc aux États-Unis et après, je m'étais lancé sur YouTube. Et après, j'ai rejoint à nouveau le monde académique, à la fois en tant que vulgarisateur, donc pour faire des vidéos ouais, à la fois des interviews de professeurs, des vidéos d'enseignement aussi, et puis des vidéos d'initiation à l'informatique. Et j'ai aussi eu l'occasion de reprendre la recherche à ce moment-là. Et puis voilà. Du coup, tu as voulu rester, on va dire, dans le monde de la recherche. Tu n'as pas voulu aller dans le monde de l'entreprise? Enfin, donc il y avait des passerelles possibles. Donc en fait, ce qui s'est plus passé, c'est qu'à un moment, j'en avais un peu marre de la recherche. Il y avait des trucs qui se passaient pas bien. Ouais, j'avais du mal à publier des papiers notamment. Et à ce moment-là, j'étais aussi très attiré par la vulgarisation. Donc c'est pour ça que je me suis lancé plus sur YouTube en vulgarisation. J'avais d'autres projets de vulgarisation, des livres, ouais, d'autres projets qui n'ont pas marché. Et c'est un peu par hasard que il y a eu ce job à l'EPFL qui correspondait un peu à ce que je faisais. Donc c'était un peu, donc l'EPFL, c'est l'école polytechnique de fédérale à Lausanne. Et donc voilà, c'est assez naturellement que j'ai rejoint l'EPFL et que du coup je me suis fait rembarquer dans le monde académique à ce moment-là. Donc voilà, c'est un peu pour ça que j'ai pas fini dans le monde industriel pour l'instant, mais du coup là maintenant je suis en train de travailler avec des amis sur un projet de start-up et donc là ce sera l'occasion de découvrir un peu plus le monde industriel. Super. Et du coup, tes sujets que tu traites aujourd'hui dans le monde de la recherche, c'est quoi? Donc le gros sujet c'est vraiment c'est la sécurité du machine learning et également un peu de plus en plus on réfléchit à la gouvernance du machine learning. Donc, bon, ce que l'on entend par sécurité, il y a pas mal de choses autour de la sécurité. Enfin, c'est un gros sujet en tant que tel. Nous, dans le laboratoire de recherche où j'étais, on s'intéresse beaucoup à la sécurité au moment de l'apprentissage. C'est-à-dire que bon, le machine learning, ça prend des données et bon, les données, c'est souvent des données téléchargées du web enfin, qui peuvent venir de clients ou de fournisseurs, des données auxquelles on peut parfois faire raisonnablement confiance, mais jamais entièrement. On peut toujours avoir un bug, ou on peut avoir toujours voilà, des données bizarres, voire des personnes malveillantes. On en Donc il faut un parlera, peu se ça. protéger. Ouais, on en parlera. Et donc c'est vraiment la protection par rapport à ça. Et de façon un peu reliée, il y a une question également de gouvernance de l'algorithme qui se pose. Donc je pense que classiquement, dans les algorithmes classiques, la gouvernance, c'est pas mal plus qui développe l'algorithme, puisque l'algorithme est essentiellement ce que le développeur en fait. Mais avec le machine learning, ce qui se passe de plus en plus, c'est que les données ont une influence énorme sur l'algorithme. Donc voilà, ce que recommande l'algorithme de YouTube dépend des activités des utilisateurs sur YouTube.
Et du coup, il y a une question de gouvernance qui se pose, notamment si les utilisateurs sont pas assez certifiés, qui ils sont, est-ce qu'il y a des faux comptes, est-ce qu'il y a, voilà. Donc c'est un peu les questions qu'on se pose et comment est-ce qu'on fait en sorte que cet algorithme fasse ce que la majorité des gens ou ce que, enfin, en tout cas, on réfléchit à comment est-ce qu'on peut gouverner ces algorithmes que tout le monde utilise, mais que tout le monde conçoit d'une certaine manière collaborativement en fournissant des données. Ouais, je vois assez bien. On va revenir sur tout ça, notamment en regardant, des petits parties de ta vidéo. Tu connais un peu le principe de Twitch? Il y a un chat et cetera, donc en fait, les gens, ils peuvent interagir en live et on a une question, ils te demandent: «Tu as quel âge?» Ah, alors si vous cherchez sur mon prénom et mon nom sur Google, l'autocomplétion numéro 1, c'est souvent âge. C'est vrai? Donc c'est une question très récurrente apparemment, que beaucoup de gens se demandent. Alors je fais très jeune, mais je suis pas si jeune. Donc j'ai 35 ans et d'ailleurs je les ai eus avant-hier. Eh ben, bon anniversaire! Mais merci. Super. Et du coup, ton postdoc, tu l'avais fait où? Tu nous as dit? Désolé, j'ai J'ai fait un postdoc aux États-Unis, en 2015 et bon après le PFL, j'ai repris une charge de recherche, donc ça compte un peu aussi comme un postdoc, donc en Suisse du coup, et pourquoi plus être tard. revenu en France? Je te pose la question parce que moi aussi j'ai travaillé aux États-Unis et c'est souvent la question qu'on me demande Ouais. tout le temps. Donc pourquoi je suis revenu en France? Parce qu'au début, je faisais des vidéos en anglais et ça marchait pas très bien et j'avais pas beaucoup, j'avais plus d'argent, mais je voulais quand même faire des vidéos. Du coup, je suis allé chez mes parents et il se trouve que mes parents habitent en France. Donc c'est pour ça que je suis revenu en France, parce que tout simplement, j'avais pas de salaire. Mais après, donc j'ai trouvé ce job, en Suisse et depuis maintenant j'habite, en Suisse et j'aime bien la Depuis, tu Suisse, habites en j'aime bien la Suisse. montagne. Du coup, ça veut dire depuis toujours, tu voulu avoir, cette vulgarisation et cetera. C'est super important, pour toi, j'imagine, et c'est d'autant plus important que moi, quand je discute, tu vois, avec des universitaires et cetera, je retrouve pas souvent et j'arrive pas à retrouver suffisamment, on va dire plutôt, cet intérêt pour la vulgarisation. Tu vois? Très souvent, quand on est tech, quand on est scientifique et cetera, le premier réflexe qu'on a, c'est parler de science. Ouais. Et réussir à se projeter comme ça, tu sens que ça change un peu ça, aujourd'hui? Ça change, mais pas beaucoup. Enfin, je trouve qu'il y a quand même enfin, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a quand même pas mal plus d'intérêt, ou en tout cas, c'est un truc dont les gens parlent de plus en plus. On va dire qu'avant les sciences, je pense que les réseaux sociaux jouent beaucoup parce qu'avant les réseaux sociaux, bah, enfin, en gros, le chercheur, il pouvait rester dans son coin à cause des réseaux sociaux, enfin, surtout avec des périodes comme le Covid où, ouais, il y a un lien beaucoup plus étroit entre le monde de la recherche et le monde réel, enfin, les applications, et encore plus dans un domaine comme le machine learning. Donc il y a quand même une envie, enfin une valorisation, enfin, disons que c'est bien, les gens considèrent que c'est bien. Je fais attention à ce que je dis parce que c'est un peu compliqué, mais les gens considèrent que c'est bien de faire la vulgarisation, mais c'est pas forcément si bien vu qu'un individu en particulier Mmh. fasse de la vulgarisation. Il peut être mal jugé, surtout si c'est un jeune chercheur, parce qu'il y a un peu cette idée que le jeune chercheur, il doit encore faire ses preuves, il doit du coup faire de la recherche et montrer qu'il est bon en recherche, que du coup s'il fait autre chose, bah, c'est qu'il n'est pas assez intéressé, il n'est pas assez fasciné par la recherche et que du coup ça peut le pénaliser, bon déjà en termes de temps, mais également, bah, il y a par exemple un chercheur vulgarisateur très connu qui s'appelle, je bute sur son nom, le présentateur de Cosmos, Carl Sagan, OK. qui est un vulgarisateur américain très connu et qui a, fait, de la recherche vraiment de très haut niveau et à un moment, voilà, il était, pressenti pour être à l'Académie des sciences et voilà la personne qui a été prise, enfin les personnes qui ont été prises à l'Académie des sciences, avaient en fait un moins bon dossier académique, en termes de publications scientifiques uniquement, que Carl Sagan. Ah oui, la Donc les c'est formations, c'est du lourd, quoi. ouais, ouais, là pour le coup, c'est des grosses formations, ouais. Et OK, et du coup, tu penses que cet aspect, de vulgarisation, parfois, est négatif sur les carrières de certaines personnes? Ça peut être négatif, hein, donc il y a notamment, Sean Carroll aussi qui en a beaucoup parlé, qui est un physicien qui a également, beaucoup de publications et qui a pas eu sa tenure, enfin qui est le truc, enfin la promotion scientifique pour les chercheurs établis. Il l'a pas eu alors que voilà, d'après son dossier, enfin ça c'est vraiment surprenant qu'il ait pas eu cette promotion. Donc il y a eu pas mal de discussions autour de ça du coup pour essayer de
de se dire est-ce que la communication scientifique est valorisée, et pire que ça, est-ce qu'elle n'est pas vue négativement par les pairs, parce qu'il faut bien se rendre compte que les décisions au final sont prises par des chercheurs, des collègues qui, eux, pour la plupart, très majoritairement, ne font pas de vulgarisation, ne connaissent pas le monde de la vulgarisation, voire parfois peuvent être méprisants vis-à-vis de la Ouais. vulgarisation, qui peut être un peu parler, simplifier à outrance des trucs pour essayer d'avoir la popularité et tout ça, alors que la vraie science, c'est la recherche. Enfin, c'est un peu le discours que peuvent tenir notamment des chercheurs plus âgés. Non, mais je te rejoins totalement, notamment sur le fait que moi, même hors, monde, recherche et dans le monde de l'entreprise, je vis exactement la même chose. C'est-à-dire que tu vas avoir des Ouais, personnes qui vont, voir l'aspect vulgarisation comme quelque chose de négatif. Moi, on me dit souvent, «Ah mais, tu arrives à avoir des postes» ou je sais pas, tu arrives à «Est-ce que la vulgarisation t'aide dans ton développement de carrière?» Pas du tout. Pas du tout, mais ouais, absolument pas. Les gens, ils vont se dire: «Ah, c'est quoi? C'est du YouTube? Ah ouais, ah purée, ah il a le temps, pour faire du YouTube, hein. Ah ouais, il a du temps à perdre» et cetera, tu vois? Et c'est assez marrant, que tu dis ça parce qu'en fait, du coup, on a le même parallèle avec l'entreprise, mais je sais pas d'où ça vient, quoi. Parce qu'en fait, sur les générations entre guillemets «jeunes», moi, au contraire, je reçois beaucoup de personnes qui me disent, «merci» entre guillemets, et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes aussi dans le chat, qui t'ont dit, «merci», pour toutes tes vidéos, et c'est assez marrant, ce parallèle parce qu'au final, on se retrouve, quoi. ouais, je pense qu'il y a vraiment un fossé générationnel, je pense, sur ces questions, et après tout n'est pas négatif, hein. C'est-à-dire que j'ai quand même des opportunités que j'aurais pas eues, si j'avais pas fait de vulgarisation, mais c'est vrai que ça touche plus les personnes, plus jeunes, quoi. Enfin, du coup, Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la vulgarisation? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire, ta vidéo YouTube? Qu'est-ce qui t'a donné envie de cliquer sur le premier envoyé de ta première vidéo YouTube, le premier publié, ce fameux? sachant que ces vidéos ne sont plus sur YouTube. Tu pas Ça assumé? date, ça date, j'étais jeune à l'époque, je faisais mes erreurs. Hem, ouais, donc alors moi au début c'était un blog, ouais, c'était en 2012, ça date, et donc c'est vraiment né, de ouais, de l'idée que, moi je faisais un projet ma recherche, les maths que je fais sont appliquées, et il y a un côté très très simple, dans le sujet. Je dis pas que les résolutions sont simples, mais les questions qu'on se pose étaient simples. Donc, moi, je travaillais pas mal sur le partage gâteau à l'époque, puis les systèmes de vote. Enfin, ouais. Et c'est vraiment concret, c'est vraiment simple à expliquer, et ça suscite la réflexion. Je trouvais ça frustrant que ouais, quand je parle à quelqu'un et que je commence à dire que je fais des maths, les gens sont, ah, ils passent à autre chose, ils changent de sujet de conversation. Alors que si j'arrive à les engager un petit peu, à leur dire non, mais non, c'est un gâteau, voilà, il y a une partie chocolat Mmh. vanille, et puis ça suscite des réflexions, et puis je trouvais ça vraiment intéressant de présenter les choses comme ça. Ça permettait aussi de revenir parce que parfois aussi quand on parle dans la recherche, ça arrive, notamment en maths, que d'un moment on est tellement pris par les maths qu'on oublie l'application, et puis après on fait des maths en fait qui ne sont plus applicables. Et moi, je pense que c'est un problème. Je pense que c'est mieux de toujours garder le lien entre, enfin, surtout en maths appliquées, entre, ce qu'on fait et les applications dans le monde réel. Hem, Ne serait-ce que parce que je trouve ça enthousiasmant de se dire qu'on fait des trucs qui vont contribuer au monde réel, mais aussi pour des questions de sécurité et d'éthique qui là où je pense que ça devient encore plus important. Et du coup, je trouvais que ça intéressant du coup d'avoir ce lien avec le grand public, ou quelqu'un, ou enfin pas forcément le très grand public, mais au moins des gens qui sont pas du domaine, qui vont pas être fascinés par les maths en tant que telles, mais qui peuvent être, fascinés par les questions qu'on se pose et les solutions ou les grandes idées qui émergent de la recherche. Ouais, c'est notamment plus important pour les maths parce que souvent, tu sais, dans les cours de récréation, collège, lycée et cetera, tu entends: «Mais à quoi ça sert les maths? À quoi ça me sert Mmh. d'apprendre à faire un compas? À quoi ça me sert?» et cetera et cetera. Tu réponds quoi à ces aux gens qui disent ça? Je réponds que j'ai jamais utilisé de compas depuis depuis le collège, je sais pas. Heu, il y a plein de choses en maths, c'est vrai que je les utilise pas. Bon, après c'est vrai qu'il y a plein d'outils, ouais, sinus et cosinus, j'ai tendance à pas aimer ça, mais c'est vrai que finalement je les utilise de temps en temps. Hem, alors moi je suis pas du tout un défenseur de l'éducation des maths. Je peux même dire des choses qui sont très, énervante pour les gens qui défendent, l'enseignement des maths. Tu Ouais, peux y aller je parce que pense moi, à je France. défends justement l'enseignement des maths donc OK.
Alors, moi, j'ai même tendance à penser que ça serait pas une si mauvaise chose si l'enseignement des maths était globalement optionnel. Euh, OK, mais donc pourquoi? ça va. Parce que en fait, ça vient du bilan que je fais de l'enseignement des maths. Si je fais le bilan de l'enseignement des maths, c'est vrai que pour une petite fraction des gens, comme toi et comme moi, c'est génial, ça nous a ouvert plein d'opportunités, c'est très fascinant intellectuellement et tout ça. Mais pour 99 de la population, le gros de la population, finalement, les gens ont pas retenu beaucoup de choses des maths et pire que ça, enfin, souvent les gens sont traumatisés, enfin une bonne fraction de la population est traumatisée des maths et donc en termes de coûts, sur santé mentale, sur le bien-être, de la population mondiale, en fait, c'est pas mal un problème et également en termes de récupérer les gens ensuite, parce que ouais, je pense que la plupart des gens à l'école, ouais, on réfléchit pas forcément beaucoup au futur, aux applications et tout ça et donc voilà, c'est normal de pas avoir de la motivation pour apprendre, tout le temps les maths, surtout si on n'aime pas ça, à ce moment-là et le fait de rendre le truc obligatoire, ça peut faire en sorte que ça va couper complètement ces gens, au lieu de se dire, «Bon, bah, je peut-être que plus tard si j'en ai besoin, j'apprendrai ça». Bah, les gens vont se dire: «Ah non, c'est vraiment pas pour moi» et c'est plus difficile après de récupérer pour la vulgarisation. Alors que quand on fait de la vulgarisation en maths, enfin, l'expérience de beaucoup de vulgarisateurs en maths, c'est qu'il y a vraiment un effort à faire pour combattre cette peur des maths et donc typiquement, c'est, donner l'impression qu'on n'est pas en train de faire des maths, piéger les gens à faire des maths, les rassurer constamment en disant: «Non mais ça va être simple» et donc il y a vraiment un coût globalement qui me semble pour la plupart des gens, qui fait que l'enseignement du maths est pas si enfin, est globalement, je dirais négatif. Alors bien sûr, on peut vouloir corriger ça et je pense qu'il y a beaucoup de choses à corriger dans l'enseignement des maths, mais je pense qu'on sous-estime beaucoup la difficulté de vraiment, améliorer l'enseignement des maths. Bah, voilà, il y a beaucoup de professeurs qui ont chacun, et chacune leur méthode et il faudrait réussir à tout le monde améliorer tout un système et je pense que c'est pas facile, quoi. C'est voilà. Tu viens de diviser le chat. Il y en a qui sont d'accord avec toi, il y en a qui sont pas d'accord avec toi. Je vais faire l'avocat du diable. Je comprends Ouais, totalement pour essayer de reparaphraser, heu, pourquoi créer de la frustration sur de la frustration et au final, forcer la connaissance et n'est-ce pas perdre la connaissance finalement? Tu vois? Et en fait, tu vas faire en sorte que les gens, pour eux, c'est un chemin de croix et donc ils vont plus se sentir emmenés par ces maths et donc ils vont s'y opposer, tu vois? ouais, Donc je comprends totalement cet argument. Mais dans l'autre sens, pour moi, les maths, ne servent pas qu'à apprendre des formules et cetera, comme tu l'as dit au début. Les maths, ça sert à raisonner, tu vois? Les maths, ça sert à avoir ouais, une logique de démonstration. Les maths, ça sert à faire en sorte que quand on te donne des hypothèses, tu vas pouvoir infirmer, confirmer et cetera, ces hypothèses en suivant une logique de démonstration. De manière globale, moi, je pense que de plus en plus dans la société aujourd'hui, on manque de gens qui savent, entre guillemets, avoir une logique, tu vois, de démonstration. Et les formules, au final, on s'en fout, tu vois? C'est comme, ouais, clairement. quand on dev, on nous dit, il y en a, je les vois, ils sont là, «Ah non, mais je veux pas regarder la doc, parce qu'il faut que je me rappelle, du code de tête et tout». Personne fait ça. Bien sûr qu'on regarde tous Google, tu vois? Ah et pareil, apprendre des formules par cœur et cetera, c'est pas ça pour moi les maths entre guillemets. Ouais, Pour moi les maths, on a une hypothèse et on veut avoir un chemin de démonstration et c'est en ça où c'est important. Mais après ton argument, il se tient et ça me fait réfléchir en même temps de le rendre, entre guillemets, si tu le rends optionnel, tu enlèves un peu cet aspect, férocité que certaines personnes peuvent avoir, face aux maths et mais du coup, une fois qu'on a dit ça, est-ce que, tu penses que si on rend vraiment les maths optionnelles, il y aurait vraiment d'autres gens qui iraient, vers d'autres types d'apprentissage complémentaires, comme tu dis, faire des maths sans faire des maths? Ça, c'est une hypothèse pour laquelle je suis un peu moins, optimiste que toi, ouais. tu vois? J'ai tendance à croire que les gens sont flemmards par nature et quand tu leur enlèves quelque chose, ils vont pas forcément chercher à aller, récupérer, autre chose si ça leur demande un effort intellectuel. Ouais, non, c'est clairement, pas facile. Le là où alors je suis pas contre, l'existence de maths, Maintenant, tu en globalement. as fait. C'est là où je pense qu'il y a enfin, je suis pas pour plutôt l'enseignement obligatoire des cours de maths. Après, je pense que si dès qu'on va loin dans n'importe quel domaine,
les maths viennent naturellement, en tout cas des questions au moins de logique, que ça soit enfin, alors clairement en physique ou en informatique, surtout en data science, très rapidement, bah, voilà, tu te dis: «Ah, j'aimerais bien faire ça. Ah, mais il faudrait que je comprenne comment ça fonctionne un vecteur». Voilà, donc je pense et comme tu as la motivation de se dire: «Bon, j'ai envie de faire des data science» ou «J'ai envie, voilà, de faire tourner mon algorithme», il y aura il y aura beaucoup plus de motivation du coup et ce sera beaucoup plus facile et en plus les maths seront plus motivés. Ouais, enfin, typiquement à l'école, on apprend la dérivée en cours de maths. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut, enfin Newton n'a pas inventé la dérivée pour faire des maths. Il a inventé la dérivée pour faire de la physique. Donc je pense que la dérivée, les équations différentielles et tout ça, ça a sa place en cours de physique. Pas enfin, on peut pousser après en maths parce qu'il y a aussi des trucs très cool à faire, sans application physique. Mais je vois beaucoup plus les maths plus naturellement enseignées dans d'autres domaines qu'en cours de maths, sauf pour les gens qui aiment les maths. On va pas non plus interdire, aux gens qui aiment les maths de faire des maths. Mais voilà, ça serait un peu plus ça ma proposition. Mais Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Dispatcher, les maths dans les autres et c'est intéressant. Mais après, je pense pas que ça plairait aux profs. non, c'est assez utopique. Enfin, c'est pas pragmatique, hein, comme solution que je propose. Ouais, j'imagine, j'imagine. Il y a Aflous qui, merci beaucoup pour ton prime, qui nous dit: «Il faut apprendre à sentir les choses mathématiquement». Je pense qu'effectivement, en fait, cette intuition mathématique et c'est ce que, une autre personne dans le chat aussi disait, mais malheureusement, c'est pas comme ça qu'on apprend les maths avant les études supérieures. Tu sais, on les apprend de manière, souvent, très, très, enfin, Ouais, c'est bourrin, quoi, tu vois? Où on apprend les maths. D'ailleurs, fun fact, moi, par exemple, au CE1, j'étais nul en maths, CE1, CM1 et cetera, j'étais nul en maths et ouais. la prof avait dit à ma mère, vraie histoire: «Votre fils, il fera jamais d'études scientifiques». Mais parce que j'arrivais pas à apprendre, tu Excellent vois? prof. Non, mais tu vois, le Ouais. bourrage de crâne comme ça, pour moi aussi, c'était pas pour moi et après au collège, justement, comme tu dis, j'ai découvert la physique et là, je me suis dit: Ah, j'ai cru que tu «Waouh, allais dire: «J'ai découvert le compas». Waouh! mais quel objet fantastique!» Excellent, excellent. Bon, on a fait une belle introduction, on va passer à ta vidéo. Google a empoisonné la communauté scientifique. Je vais faire un petit sondage dans le chat, pour que, alors attendez, bougez pas. Lancer un petit sondage, tac, 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 pour voir le nombre de personnes qui ont vu ta vidéo. Avez-vous vu la vidéo de les tac, comme ça au moins, on sait à quel point il faut, reparaphraser un peu ce que tu dis pour, remettre dans le contexte, tu vois? Commencer un sondage. Tac, allez-y, vous pouvez y répondre et ça va durer, 1 minute à peu près. J'en profite en même temps pour te dire que, moi après mon école d'ingé, tu vois, j'ai fait télécom Ouais. et après mon école d'ingé, je voulais faire, un non, en vrai de vrai, c'était avant mon école d'ingé. En, genre, avant l'école d'ingé, je me suis dit: «Vas-y, je vais faire un PhD», tu vois? Ouais. Et en fait, j'ai vu les salaires, des chercheurs et je me Ouais. suis dit: «Je vais pas faire de PhD», tu vois? Mais tu as regardé les salaires français? Ah, d'où la Suisse! Non, mais tu en penses quoi, littéralement de ça? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la recherche est vraiment valorisée dans notre société ou Ah pas? non, pas, absolument pas, enfin, très peu en tout cas, bon, enfin, surtout en France, j'ai envie de dire, où c'est après en informatique, globalement et encore plus en machine learning, là par contre je pense que le PhD est très valorisé et ouais, il y a beaucoup de boîtes qui récupèrent des PhD en informatique et je pense même en France les salaires sont très bons. Ouais, ouais, carrément, carrément. Aujourd'hui, de plus en plus, dans les boîtes, on va avoir tendance à embaucher, effectivement, des PhD, mais pour des tâches très spécifiques, tu vois? Ouais. C'est pour ça aussi que les GAFAM, que tu aimes tant, bien sûr, embauchent beaucoup, beaucoup de PhD entre guillemets parce qu'en fait, ils les mettent dans des tâches très, 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 très spécifiques pour travailler sur, un système de reco, par exemple, pour travailler sur du computer vision Ouais. et cetera, et cetera. Alors le sondage nous donne, 65 des gens qui n'ont pas vu la vidéo et 35 de gens qui ont vu la vidéo. Alors est-ce que peut-être, très rapidement, tu peux c'est une vidéo de 1 heure, elle est très dense, elle est très complète. Pour toutes les personnes qui l'ont pas vue, je vais vous inviter à aller la voir, après le live parce qu'elle est extrêmement intéressante et c'est assez intéressant comment tu as développé le sujet. Très rapidement, tu peux nous expliquer aussi,
peut-être, comment tu écris tes vidéos. Là, c'est pour moi personnellement, j'en profite. OK. Ouais, bah, alors ce cette vidéo, c'est une vidéo un peu particulière parce que, déjà, elle est beaucoup plus longue que les vidéos, classiques et c'est aussi une vidéo, qui critique, très frontalement, les chercheurs de Google en particulier, même si c'est un peu Google en général parce que c'est pas il y a pas que des chercheurs derrière les articles de recherche de Google malheureusement et c'est également, ouais, une vidéo avec pas mal d'informations qui viennent directement de moi donc c'est pas forcément, c ouais, c'est pas je fais pas forcément tellement le bilan d'un même si bon, ça fait le bilan de beaucoup de papiers que, d'articles de recherche que j'ai coécrits, donc c'est aussi les travaux de mes collaborateurs. Mais voilà, ça venait quand même pas mal de moi. Du coup, il y avait vraiment, une crainte particulière par rapport à cette vidéo, en tout cas une ambition de rigueur, accrue par rapport aux autres vidéos. Donc cette vidéo est vraiment particulière et c'est vraiment aussi le résultat de plusieurs années, de travail. Enfin, littéralement, je résume, 5 années de travail, en sécurité du machine learning et d'opposition, parfois, publique, enfin en tout cas non académique au moins, à des papiers de Google et les articles que je présente dans cette vidéo, c'est vraiment des articles que j'ai découverts au fur et à mesure au cours bah, enfin tous les articles sont, assez récents. Il y en a un qui date de 2017, bizarrement c'est celui que j'ai découvert le plus récemment. Mais sinon les autres datent au moins de 2020 ou 2021, quelque chose comme ça, je crois même 2021. Donc c'est vraiment des trucs que j'ai découverts aussi, enfin au fur et à mesure, mais notamment récemment quoi. Et donc récemment en fait, il y a eu, pas mal d'histoires, bon, avec Google, enfin, ils ont licencié leur équipe d'éthique. Bon, il se trouve que j'ai un de mes meilleurs amis, du coup, qui écrit dans cette équipe d'éthique, qui est un collaborateur très proche. On a co-auteur de livres, co-auteur, sur pas mal d'articles de recherche et qui travaille pour Google, dans l'équipe d'éthique et du coup, a vécu de l'intérieur. Bon, il y a beaucoup de choses qu'il peut pas me dire, hein, il y a beaucoup de non-disclosure agreement, mais voilà, il y a aussi des choses que j'ai pu forcément observer puisqu'il y a des papiers sur lesquels on avait besoin de l'approbation de Google et donc voilà, j'ai été tenu au courant du fait que Google n'a pas accepté le papier ou que ça se passait mal Ah bon? et Ah là là! Sérieusement, Google n'a pas accepté le papier? Oh mais ça m'étonne! heu, voilà, donc ouais, j'ai pour résumer rapidement le papier pour les gens qui savent pas de quoi la vidéo parle, c'est une vidéo qui vraiment, prend 4 articles de Google et qui explique en quoi c'est, d'après moi, de la désinformation intentionnelle. Enfin, au moins de la mésinformation, ça c'est clair. Je pense que tous les chercheurs, académiques se reconnaîtront que vraiment c'est très trompeur. Et moi je vais jusqu'à dire que c'est intentionnel et qu'il y a vraiment une ambition de légitimer des algorithmes qui sont en cours, de déploiement ou qui sont déjà déployés. Voilà, par exemple, je pense que le truc qui choque pas mal de chercheurs du domaine, qui n'ont pas assez réfléchi, je pense que c'est surtout ça, c'est les claviers intelligents, Google, donc les Gboard. Ouais, tu Voilà, parles si dans vous la utilisez un vidéo. téléphone Android, ça par défaut, un téléphone Android utilise Gboard, donc le clavier Google et Gboard fait de l'autocomplétion, mais du coup aussi entraîne des algorithmes et ça c'est 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 public là, c'est une information publique publiée sur le site de Google, sur le blog de Google, avec des articles de recherche, bah, sur internet, accessibles. Donc c'est vraiment un truc, assumé publiquement, par Google, que Google utilise vos données pour entraîner leurs algorithmes et là où ça fait un peu peur, c'est qu'en fait, ces algorithmes, ils apprennent. Donc littéralement, ils ont des traces des informations que vous tapez sur le clavier. Donc ça, vous voyez très bien quand vous tapez sur votre clavier, bah, après il va recommander des mots qui correspondent au truc que vous tapez. Ce que vous savez peut-être un peu moins ou vous avez peut-être un peu moins réfléchi, c'est que ces informations sont aussi envoyées des serveurs de Google, que voilà, telle personne utilise fréquemment tel mot et il faut se dire, mais clairement, Google a tout intérêt à faire ça, quoi. C'est leur business, c'est la publicité ciblée, hein, c'est, l'écrasante majorité de leurs revenus et pour faire de la publicité ciblée, aussi ciblée que possible, bah, savoir de quoi vous parlez, ça paraît vachement utile. Peut-être qu'on Donc peut, clairement tout ça, c'est oui? on peut juste peut-être faire une pause sur sur le federated learning, parce que tu en parles beaucoup dans la Ouais, vidéo et c'est ce que tu dis, tu remets beaucoup en cause, ce federated learning qui est censé en fait, décentraliser, l'apprentissage, du machine learning et donc en fait, au final, c'est pas les données personnelles qu'on va renvoyer à Google, mais c'est un genre de mini modèle qui va être entraîné directement sur la machine, qui a pour effet que, vu que le modèle est entraîné, c'est pas les modèles en clair, c'est pas les datas en clair ouais, qui sont remontées. Mais par contre, tu dis un point intéressant, c'est que au final, on pourrait s'amuser à essayer de recompléter
des données pour rétro-ingénierer les datas d'entraînement, comme ça a été vu avec GPT-3, avec plein de modèles de NLP, etc., etc. Donc en fait, ce federated learning qui est censé assurer une certaine obstruction, on va dire, des données en les mettant dans un modèle. Au final, aujourd'hui, on sait qu'on est capable de rétro-ingénierer et donc Google mentirait en disant que ça préserve une privacy. C'est ça, si j'essaie de résumer? Obfuscation, oui, merci pour le mot. Ouais, c'est exactement ça. Donc faut se rendre compte que du point de vue de Google, il y a le problème du RGPD, de respect, de la protection des données personnelles. Il y a aussi voilà, une image de marque à défendre en disant qu'ils sont responsables et qu'ils protègent les données personnelles. Et donc le federated learning, là, c'est vraiment un truc qu'ils arrangent énormément, de dire qu'on peut faire du machine learning sans que les données sur les téléphones soient transférées à des serveurs de Google. Et à la place, il y a voilà, des mini-modèles, comme tu dis, ou des gradients, ça dépend des modèles, quoi, qui sont envoyés au serveur de Google. Il peut même être envoyé chiffré. Donc c'est notamment l'article de Google. Donc voilà, la communication est chiffrée. Et du coup, les techniques de chiffrement mémoire, je ne vais pas entrer, ou de secret partagé, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais voilà, ça donne l'impression que ça protège bien les données, qu'on ne peut pas les voir. Sauf qu'au final, ce qu'on obtient, c'est un modèle qui a appris des données, et le modèle lui-même peut avoir des traces des données. Là où je pense que c'est donc comme tu as dit, aujourd'hui, on sait que pour beaucoup de modèles, on est largement capable de récupérer beaucoup de données sensibles. Là où je pense qu'il y a un problème plus de rigueur scientifique, c'est de parler de modèles qui protègent les données personnelles, la privacy, alors qu'aucun théorème n'affirme vraiment ça, quoi. Les théorèmes affirment soit que des bouts sont, donc pas l'algorithme final, mais des bouts, voilà, des morceaux à un moment donné protègent les données personnelles. Mais bon, on s'en fout parce qu'au final, ce qu'on calcule, c'est le modèle final qui, lui, a des traces des données personnelles. Donc là, on a un problème. Et ouais, puis je sais pas ce que je voulais, où est-ce que je voulais en venir d'autre. Mais en tout cas, clairement, ouais, il y a un manque de rigueur parce que souvent, dans la recherche en sécurité, ce qu'on veut montrer, c'est que voilà, quand on fait quelque chose, peu importe ce que les attaquants font, peu importe que des gens malveillants ou des gens curieux ou des gens font dans le système, on a envie de garantir le fait que la privacy est garantie. Donc, on veut des garanties très fortes de sécurité. Et je pense qu'il faut vraiment aller vers ça, quoi. Donc, la sécurité, voilà, si on pense à une voiture, même pas autonome, hein, je prends une voiture de base. Quand on veut la sécurité de la voiture, c'est pas qu'elle fonctionne bien en circuit fermé après 1 heure de test. Non, faut vraiment pousser à fond les tests et avoir autant de garanties que possible. Et donc la critique, c'est qu'on ne peut pas affirmer qu'un système est sécurisé si on ne l'a pas poussé à fond, si on n'a pas poussé dans ses retranchements, et dans les cas où, en particulier, les attaquants cherchent vraiment à récupérer des données. C'est super intéressant et je vais faire, du coup, l'avocat du diable et je vais faire la contradiction, sinon c'est pas rigolo. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais est-ce que tu penses pas que justement, et tu le sais beaucoup mieux que moi, la science, le champ de la recherche et cetera, avance toujours par tâtonnement et au début, c'est Ouais, jamais entre guillemets «parfait». Donc ouais, forcément, c'est en pointant du doigt les irrégularités, qu'on va réussir à avoir quelque chose de stable et ce n'est pas parce qu'il y a des irrégularités, pardon, qu'il faut l'empêcher. Je pense par exemple à OpenAI qui, dernièrement avec DALL-E 2 ou même avec GPT-3, ils ont fait tout un travail, pour, faire en sorte qu'il y ait pas de leak de data, qu'il y ait pas des gens qui peuvent, générer tout et n'importe quoi, tu vois? Ils ont engagé des équipes, ils ont release des données petit à petit et cetera et au tout début, quand ils avaient fait le premier modèle GPT, bah, ils avaient pas fait ça, tu vois? Ils étaient là, ouais. YOLO et après ils ont dit: «Ah mais si je tape token GCP 2 points, et ben, j'ai un token qui va me sortir et voilà. Donc est-ce que tu ne penses pas aussi que, c'est entre guillemets «normal» qu'on avance par tâtonnement et plutôt qu'essayer d'avoir une posture, on va dire, très, j'allais dire très mercantile, mais très, très opposée et dire, «Il ne faut surtout pas faire ça». Ouais, donc c'est une bonne question, et en fait, dans l'histoire de l'humanité, on peut se poser vraiment la question de la balance coût-bénéfice, quoi. Voilà, finalement, la voiture, oui, ça a tué beaucoup de gens parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'accidents et les gens mettaient pas leur ceinture de sécurité. Mais bon, ça a quand même, amélioré énormément la qualité de vie de beaucoup de gens, donc il y a une balance, risque-bénéfice à vraiment à poser.
Heu, là où je pense que, c'est différent du cas de la voiture, c'est que, avec le machine learning, on est à des cycles beaucoup plus rapides de déploiement, à des échelles beaucoup plus grandes, quoi. Donc, une voiture, ça prend quand même du temps avant de faire des millions de voitures, voilà, donc ça va pas tuer tout le monde, du jour au lendemain. Alors que, des gros modèles comme ça de machine learning, ils peuvent littéralement toucher des milliards de personnes en l'espace, voilà, ça peut aller très, très Et vite, ils ont besoin de en 1 toucher an. des milliards de personnes, désolé, je te coupe, mais c'est comme ça qu'on les teste, tu vois? Avoir un jeu de test, c'est bien, mais le but, c'est quand tu as un système de reco, c'est quasiment impossible de mesurer un système de reco offline. Il faut mesurer le système de reco online et pousser les recommandations aux gens et regarder comment ça fonctionne. Donc oui, il faut Ouais. effectivement tester directement et toi, si je comprends bien, tu dis, vu qu'on déploie, des solutions qui sont pas vraiment, bien testées à très grande échelle, c'est dangereux. Ouais, ouais, disons que donc le risque est beaucoup plus élevé que pour d'autres technologies. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a une question de mesure du risque. Quel est le risque du machine learning aujourd'hui? Pour beaucoup d'applications, voilà, DALL-E, bon, voilà, ça va pas ça va, bon, il y a le problème des deepfakes, il y a le problème voilà, du porno et tout ça. Bon, voilà, ça pose certains problèmes, heu, mais c'est mignon, j'ai envie de dire, par rapport aux algorithmes de recommandation. Enfin, littéralement, aujourd'hui, YouTube change son algorithme. Ouais, peut-être que 6 mois plus tard, il y a une guerre civile dans un autre pays parce que voilà, tout à coup, il y a eu de la haine contre voilà, la communauté musulmane, voilà, c'est un exemple récurrent dans beaucoup de pays, en Inde, au Myanmar et tout ça. Donc littéralement, on peut avoir des centaines de milliers de morts, à cause d'un changement d'un algorithme, et on n'a même pas le temps de le tester juste parce que ça va très vite, quoi. Mais en même temps, pour Le l'améliorer, il faut le tester. Ouais, alors l'autre aspect, c'est que, aujourd'hui tout ça est ultra opaque. C'est-à-dire qu'on est incapable de dire quel est le enfin, l'algorithme de Facebook a changé en 2018, on ne le savait pas, quoi. Enfin, on n'est même pas conscient, enfin, enfin on a fini par s'en rendre compte, enfin des médias ont fini par s'en rendre compte parce qu'ils voyaient que la viralité de leur contenu n'était pas la même, mais on est obligé de rétro-ingénierer à chaque fois ce que fait, Facebook, et on a accès à très peu de données par rapport à ce que fait Facebook, et du coup ça nous empêche de faire ce processus de remise, en cause ou d'amélioration continue, des produits, surtout sur des considérations éthiques. Parce que bon, bien sûr, c'est des entreprises privées, s'il s'agit d'améliorer les algorithmes pour augmenter leur viralité, et faire plus de revenus, ça je suis sûr qu'ils le font très, très bien. Mais par contre, ouais, sur des questions, avec des enjeux éthiques ou de sécurité, le fait que ça soit opaque et déployé aussi vite, ça pose, bah, je pense des questions, enfin des problèmes de sécurité, de paix mondiale, très, très graves. Mais justement, c'est parce que, comme tu l'as dit, ces boîtes, je ne vais pas te l'apprendre, mais Google est une boîte à genre 95 de machine learning, tu vois? Le fait de pouvoir déployer rapidement, le fait de pouvoir avoir des solutions «efficaces» entre guillemets, rapidement et cetera, c'est le corps même de leur business, tu vois? Demander à une entreprise d'être totalement transparente sur quelque chose qui est le corps même de son business, est-ce que c'est pas encore une fois utopique? Bah, ça dépend, des régulateurs, j'ai envie de dire. Il y a eu, je veux dire, la finance, se régule, hein, même si leur business, c'est de faire, de l'arbitrage, bah, il y a des arbitrages qui sont interdits, il y a des régulateurs, il y a des moyens énormes qui sont mis. Ouais, de la même façon, les avions, il y a énormément de régulations qui a été mise. Voilà, on peut pas vendre un avion comme ça aujourd'hui, il faut vraiment, investir, enfin, ça coûte des milliards de tester un avion aujourd'hui, et il y a énormément de transparence qui est obligatoire, au niveau de la conception d'un avion, même au niveau des vols, hein, savoir où sont les avions et tout ça, c'est ultra réglementé, et aujourd'hui, on n'a pas du tout ça dans le cadre, du machine learning, alors que le machine learning évolue beaucoup plus vite et aura du coup besoin de beaucoup plus de surveillance et de régulation externe que l'aviation. Ouais, c'est effectivement une bonne réponse. Même, par exemple, pour avoir travaillé moi j'ai pas mal travaillé dans les communications spatiales, aux États-Unis, quand je bossais là-bas et par exemple pour envoyer un satellite, il faut par exemple que tu dises, des trucs assez avancés, hein. C'est-à-dire, dans combien de temps il va se détruire, quelle est sa probabilité de toucher une zone habitée et cetera. Sinon tu as pas le droit de l'envoyer. Donc effectivement, l'argument de la régulation, tu touches un très, très bon point. Mais est-ce que tu penses pas aussi que malheureusement, on est quand même dans une science, assez, on va dire, avancée, tu vois? Aujourd'hui, va parler à la Commission européenne ou à l'Assemblée nationale de Federate Learning, ils vont dire: «Ah!» tu vois? Et il y a aussi ce trou béant qui se fait de plus en plus, entre guillemets, entre, des institutionnels qui sont capables de réguler et des experts qui développent de plus en plus vite et qui se situent dans Ouais. des GAFAM de plus en plus gros. Tu en penses quoi de ça?
Ouais, c'est clairement un problème. Ouais, je rajouterais à ce problème-là, c'est que, même les experts, donc les chercheurs en machine learning, aujourd'hui travaillent très majoritairement, enfin les chercheurs académiques, hein, des gens, pas du tout payés directement par Google et Facebook, enfin il y a quand même beaucoup de financement indirect, mais Ouais, bon, bah, voilà, pas on connaît. ça quand le thésard, il travaille sur Meta et que c'est ton partenaire, principal de travail, tu as pas envie de le Ouais, on perdre non vous donne plus, notre mais bon, data center, heu, sinon vous pouvez plus travailler. exactement. Donc bon, mais voilà, mais la recherche académique se place pas du tout aujourd'hui dans une posture d'audit ou même de sécurité ou de voilà, il y a très peu de regard critique, voilà, les grosses conférences en machine learning, là où c'est le plus prestigieux, enfin c'est important de se rendre compte que publier dans ces conférences-là, en gros ça te permet d'avoir un salaire ensuite, énorme chez Google, quoi. Donc il y a vraiment des enjeux énormes et tous ces gens qui veulent du coup publier là-bas, s'intéressent beaucoup plus naturellement à ceux qui intéressent Google et du coup, il y a un manque énorme de regard sur, les problèmes de sécurité et de transparence, dans le monde académique, y com chez les experts. Donc même quand les experts sont pas suffisamment regardants vis-à-vis de ça, je veux dire, aller parler aux politiciens ensuite, c'est peine perdue parce que littéralement les experts qui seront consultés par les politiciens, bah, ça risque d'être soit des gens directement payés par Google, soit des gens qui ont beaucoup de collaborateurs chez Google et Facebook. Ouais, et c'est tout le sujet de ta vidéo aussi quand tu dis, que justement, il y a ces reviews par des pairs de pairs. À un moment donné, tu parles de 1 600 citations sur le papier du Federic Learning et cetera. C'est assez intéressant, mais j'ai adoré ton exemple, avec la cigarette et cetera. D'autant plus que moi, je prépare une vidéo sur les fake science et tous les campagnes de publicité qui ont, Mmh. eu tendance à, de publicité ou de science qui ont eu tendance à utiliser la science comme un argument, tu vois? Dans les années Ouais. 60, on disait, fu «Si vous avez mal à la gorge, il faut fumer». Tu vois? Des trucs, mais des trucs de fou, hein. À un moment, je sais pas si, tu as suivi l'histoire du radium. À un moment donné, Non, tu j'ai avais pas des suivi ça. produits au radium, de tout. Tu avais des produits au radium Ouais, de ah tout. oui, oui. Si vous voulez avoir une peau plus C'est blanche, f bu buvez, notre truc au ouais, radium, tu vois? c'est Tu vois? Donc effectivement, ah la non, c'est science, je pense qu'il faut être très, très humble, vis-à-vis, du, entre guillemets, «du savoir scientifique». Moi, ça m'est arrivé, par exemple, de travailler parfois avec, des personnes au gouvernement et ils nous amenaient, des «scientifiques» entre guillemets, qui étaient totalement déconnectés de ce qu'était, l'intelligence artificielle en 2022, tu vois? Ils étaient bloqués dans les mmh. systèmes experts des années 70, dans leurs sujets de recherche et cetera et je trouve ça assez dommage, hein. Ouais, il y a vraiment aussi une question de reconnaître, les experts et parmi les gens qui ont beaucoup publié dans le domaine, enfin, c'est ça que ça devient vraiment compliqué, c'est que, hem, la communauté scientifique en fait, il y a un autre problème aussi avec le machine learning, c'est qu'il y a énormément de production. Tout le monde veut publier, tout le monde écrit plein de choses, voilà et le nombre de soumissions dans les articles de confiance, ça explose. Et du coup, il y a énormément de choses, de contenus qui passent à gauche, à droite et pas assez de gens qui prennent vraiment le temps de lire ce qui se passe et surtout de critiquer, d'avoir un regard vraiment, pas juste, on est obligé de faire la review, mais des reviews de papier vraiment en profondeur, qui prennent vraiment le temps d'analyser les choses, de souligner les limites et tout ça. Enfin, ça manque vraiment et il y a vraiment des histoires de gens, par exemple, qui sont reviewers dans des grosses conférences comme ça et qui, en fait, eux, ont publié peut-être un article en machine learning, voire j'ai même entendu des histoires de gens qui ont jamais publié et qui sont reviewers et donc forcément, quand la review est pas de qualité, bah, la rigueur passe au second plan, et du coup, la qualité de la recherche globalement, se détériore et là, c'est vraiment dangereux parce que du coup, il y a des choses qui sont, scientifiquement, erronées ou très trompeurs qui peuvent être, largement, publiées et après considérées être comme des vérités scientifiques, sur lesquelles s'appuyer pour faire des régulations. Ouais, du coup, en fait, on est dans une logique, de hype, de hype, de hype, de hype et Ouais, limite c'est un biais cognitif, je crois, ça s'appelle un effet d'halo, je crois, tu sais, quand tu as ouais. des gens qui follow, beaucoup, l'effet David Michigan, quoi. Quand, je sais pas si tu vois qui c'est David Michigan? Non, je vois pas ça. Ça te parle pas? C'est le Non. Français le plus suivi sur Instagram, mais personne ne le connaît parce qu'il a acheté plein de bots et cetera. Il y a une super vidéo de Babor l'éléphant sur YouTube et du coup, il se fait passer pour une star, tu vois? Et du coup, en fait, vu que la masse attire la masse, forcément les gens, à un moment Ouais. donné, ils sont un peu moins regardants.
tu vois? Ouais. Et du coup, c'est intéressant qu'on retrouve, ce truc de famous, de putaclic d'Instagram dans le monde de la recherche de la même manière Ouais, avec les citations. Ça me fait ouais, rire, c'est mais en même c'est temps, c'est ça vraiment, m'attriste. effrayant. Ouais, c'est effrayant quoi, il y a beaucoup de dynamiques qu'on critique beaucoup sur les réseaux sociaux, en fait, existent également dans le monde de la recherche, Ouais, c'est parce qu'au final, ça reste des humains. Dans ta vidéo aussi, tu parles à un moment donné, si j'essaye de retrouver, des solutions. Du coup, c'est quoi les solutions? À un moment donné, tu parles aussi d'un trade-off entre la performance et la privacy. Tu peux nous en parler un peu? ouais, donc nous on a beaucoup travaillé, enfin, au début en 2017, ou 2016 là enfin moi je faisais pas vraiment encore de la recherche, mais quand les gens autour de moi, réfléchissaient à ces questions, leur but c'était vraiment de sécuriser les systèmes existants. Donc voilà, on a un système qui existe, on veut juste rajouter la sécurité et idéalement il a les mêmes performances et en plus il est sécurisé, quoi. Et il se trouve que si on fait des hypothèses suffisamment, gentilles, on arrive à faire des systèmes, à faire ça. Le problème, c'est que ces hypothèses, souvent, elles ne sont pas vérifiées en pratique. Et donc, petit à petit, on a un peu complexifié les modèles et puis, on s'est posé la question, enfin, notamment, un des aspects importants, c'est l'hétérogénéité. C'est le fait que, mon comportement n'est pas du tout le même que le comportement de quelqu'un d'autre sur YouTube. Le genre de vidéo que je regarde est pas le même. La manière dont je tape sur mon clavier, bon, déjà, j'ai pas de clavier Gboard, mais voilà, si j'utilisais un clavier Gboard, ça serait pas du tout les mêmes données que j'enverrais que quelqu'un d'autre. Et ça, en fait, bah, intuitivement, ça nous permet de distinguer facilement les uns des autres. Et du coup, je pense intuitivement, on sent que, pour qu'il y ait rien d'identifiable, bah, va falloir vraiment, brouiller, les données de chacun pour qu'elles ressemblent aux données des autres. Enfin, faut et du coup, on perd forcément en qualité, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et bah, il se trouve que, alors moi, j'ai pas travaillé énormément sur la privacy moi-même, mais ouais, il y a des papiers qu'on cite, enfin que je cite notamment dans la vidéo, qui montrent que des théorèmes d'impossibilité, c'est-à-dire que, forcément, par exemple, si on essaie d'estimer, une moyenne, on a chacun un nombre et on essaie de calculer la moyenne de tout le monde, mais de sorte que le nombre de chacun soit pas retraçable, qu'on puisse pas, ouais, il y a une façon un peu formelle de parler de tout ça. Ouais, mais Bah, on n'y arrivera pas quoi, tu à vois, moins de violer la privacy. en plus de ça, il y a d'autres solutions qui existent. Encore une fois, je vais faire le défenseur du diable, mais il y a bon, alors c'est pas parfait, encore une fois, c'est pas parfait, mais aujourd'hui, c'est ce qu'a utilisé, par exemple, GPT-3. Ils ont fait un papier super intéressant, justement. Dans leur papier, il y a un encart sur la privacy. Ils expliquent qu'ils ont anonymisé les données par des algorithmes aussi, et cetera, par des patterns. Alors oui, parfois, il peut y avoir des trucs qui vont moins passer, tu vois? Je sais pas moi, si quelqu'un s'appelle, Stramberry, forcément peut-être il va pas se faire anonymiser, tu vois? Parce qu'il est dans le dictionnaire des mots Ouais, courants ou des choses comme ça. Mais, c'est des approches qui permettent quand même, sans avoir besoin de remettre en cause du federate learning ou quelque chose, d'entraîner des modèles sur des données anonymisées. Alors bien sûr, l'efficacité sera moindre, dans le sens où forcément ce ne sera pas les données réelles. Mais par exemple, tu peux remplacer, c'est ce qu'ils avaient fait GPT-3, je crois. Ils remplaçaient tous les noms par, name, tu vois? Et en fait, ça faisait ouais. des apprentissages d'entités, de telle sorte à ce que, quand tu prédisais un truc, il allait remplacer par, le name du contexte actuel où tu voulais générer ta phrase. Et ça, c'était assez malin, tu vois? Ouais, donc alors je pense que ça c'est les solutions pour, enfin ça augmente, la privacy du modèle, donc ça améliore les choses. Mais le problème c'est qu'on a aucune garantie et que, ben, faut se dire, un autre exemple que je pourrais prendre, c'est enfin quand il y a un meurtre et que, bah, le meurtrier a pas envie de se faire prendre, donc il y a un problème de privacy, il veut protéger, toutes les traces qui mènent à lui. Mais un enquêteur, il va chercher, toutes sortes de petites traces à gauche, à droite, toutes sortes d'indices et c'est souvent une combinaison de plein d'indices qui lui permet de remonter, et du coup de retrouver la trace. Donc notamment il y a un cas que je cite dans la vidéo qui est le cas du Golden State Killer, qui lui est retrouvé par des histoires d'ADN mais de cousins éloignés. Donc ouais, Ouais, cette histoire est c'est et incroyable. puis c'est incroyable et là, dans la privacy, c'est enfin si tu as l'ADN en fait, enfin, tu as beau anonymiser comme tu veux, enfin l'ADN bah, c'est une donnée vachement personnelle quoi, vachement identifiante, heu, donc en l'absence de garantie, enfin c'est plus ouais, à quel point on maîtrise
on est capable de quantifier ou d'avoir une confiance sur le modèle tel qu'il est déployé après tous ces systèmes d'anonymisation. Et dans le cas de l'anonymisation, bah, ça améliore, mais on a très, très peu de garanties au final que ça protège vraiment, contre des gens qui fouillent vraiment dans les données. Alors qu'est-ce qu'on Et fait? il On faut se rendre arrête compte qu'il y a tout? beaucoup de gens qui fouillent dans les données. Donc un des aspects, c'est que, plus on pousse sur la performance, plus les problèmes de privacy vont être, grands. Une façon de voir ça, c'est que, la performance aujourd'hui, ça s'obtient avec des modèles toujours plus gros et que plus un modèle est gros, plus il a de lignes de code, enfin, il y a le nombre de paramètres, hein, on peut écrire chaque paramètre sur une ligne, donc ça fait le nombre de lignes de code et quand on écrit beaucoup de lignes de code, il y a plus de surface d'attaque ou il y a plus de traces qui sont potentiellement laissées et que du coup, les très gros modèles sont des modèles qui sont, par nature plus dangereux en termes de privacy, également de sécurité, pareil, en termes de sécurité, plus on a de lignes de code, plus on a de surface d'attaque. Mais plus on a de data, plus les datas personnelles se perdent aussi. Donc ça veut dire que la masse est un moyen d'anonymisation aussi. Bah, ça dépend ce qu'on entend par est-ce que si on a des données personnelles d'un individu, bah, enfin, c'est personnel d'un individu, donc ça se noie pas vraiment, quoi. Ce qu'il faut, c'est vraiment beaucoup de gens avec beaucoup de données. Mais là encore, il y a une histoire donc enfin, dans le papier de recherche, on en parle un peu plus, mais en gros, la dimension du modèle, donc le nombre de paramètres, bah, en gros, il ne faut pas qu'il soit beaucoup plus grand que le nombre de participants au système, quoi. Si on veut vraiment noyer, il faut imaginer que chaque paramètre, ça pousse dans une direction et on est chacun différent dans une direction et faut qu'il y ait suffisamment c'est comme si chacun choisissait une direction et si on a plus de directions que de gens, bah, finalement, il y a une direction qui me correspond à moi et du coup, cette direction, elle me trahit d'une certaine manière, ouais. Donc Ouais, c'est il y en a exactement qui sont l'exemple formels que j'ai moi dans mon dans expérience ce sens. personnelle. C'est à un moment donné, bref, je dirais pas quelle entreprise, mais on a construit un système de recommandation et on disait, bah, il nous faut l'âge, le code postal et les produits que les gens ont achetés, tu vois? Et on nous a dit, «Ouais, mais en fait, il va falloir, donner plus de garanties d'anonymisation parce qu'en fait, qui vous dit pas que, j'en sais rien moi, dans un village, dans les Alpes, pour être pas loin de chez toi. Heu, il y a pas une seule personne qui a 18 ans, tu vois? Une seule personne qui a acheté du coca Ouais. le vendredi, tu vois? Ah Et qu'on ouais. serait capable de savoir qui c'est. Mais à ce moment-là, si on se pose ces questions-là et à ce niveau, on arrête de faire de l'intelligence artificielle, tu vois? Bah, disons que c'est une question de balance coût, bénéfice, quoi. Je pense qu'il y a des applications pour lesquelles, lorsqu'on fait ça, vraiment on améliore la qualité de vie des gens, on empiète sur la privacy, mais c'est peut-être pas trop, je pense qu'il faut raisonner un peu au cas par cas. Dans le cas d'un truc Ah, ton micro, comme il y a GP un peu du grésillement. heu, Tu as touché un alors, truc? non, j'ai touché à rien, mais il me fait souvent, que j'essaie de rebrancher. T'inquiète, t'inquiète. Je t'entends plus là, allez. Voilà, la DGSE nous a mis sur écoute, bien sûr. Merci les renseignements généraux. Je t'entends plus du tout. Ah! Eh ben, il est parti! Let's go! Il va revenir, je pense. Qu'est-ce que vous pensez, jusqu'ici, du live? Dites-nous un peu. Ah, bah si, il est là. Est-ce que ça remarche là? C'est bon, c'est reparti. T'inquiète, hein, il y a pas de souci si tu as besoin de te déconnecter parfois et cetera, parce que tu bugs, il y a pas de problème. Du coup, on était en train de parler, du coup, c'était toi qui étais en train de parler, pardon. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus, on parlait Ah, ouais, de c'est la horrible balance de récupérer le coût-bénéfice. sujet comme ça. C'est ça. Tu te Ouais, on rappelles parlait plus? de la balance coût-bénéfice sur les C'est questions de ça. privacy. Et je pense qu'il faut vraiment se poser la question, quelle est l'utilité, de tel modèle et quels sont les risques, qu'il fait encourir et bah, enfin, d'un point de vue éthique, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire et puis vraiment on peut peser le pour et le contre et du coup se dire, «Est-ce que ça vaut le coup vraiment de déployer tel modèle avec tel niveau de privacy?» Bon, peut-être que pour telle application, bah, on va augmenter les trucs de privacy, enfin les garanties de privacy en dégradant un peu la qualité du modèle parce que bon, finalement, ça va pas changer, enfin donc idéalement, je pense qu'il faudrait faire un truc comme ça. En pratique, je sais que c'est très difficile parce que, Bah, en bah, fait, en c'est pour une pratique, entreprise privée, littéralement, moi, tu mets ça dans les boîtes où je travaille, on va ouais. regarder le truc et on va dire: «Lol».
Tu vois? On va Ouais. regarder, on va dire: «Oui, c'est bien», mais on a d'autres trucs à faire, tu vois? Entre grosso modo. Dans le sens où il y aura aucune régulation qui aura un tableau où on pourra nous dire: «Il faut que vous ayez coché ces cases, ces cases, ces cases», parce que en fonction du modèle que tu vas utiliser, en fonction de l'approche que tu vas utiliser, du nombre de data et cetera, c'est c'est explosé, tu vois? Mais après, moi, je pense que, la régulation, typiquement, pourrait aller vers des choses un peu intéressantes en se disant: «Si ça dépasse X nombre d'utilisateurs, alors vous devez mettre au courant les utilisateurs des mises à jour des différents algorithmes et au moins Mmh. publier, par exemple, qu'est-ce qui est important, quelles sont les variables importantes ou pas». Mais en disant ça, je vais me faire un auto croche-patte, écoute bien, parce que c'est le pire des trucs à faire. Tu sais pourquoi? Non, vas-y, dis. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas trop mettre d'explicabilité dans les modèles d'intelligence artificielle des GAFAM? Et là, tu vas me sauter à la gorge et tu vas me dire: «Attention Anis, qu'est-ce que tu vas dire?» En fait, le problème, c'est que si tu mets trop d'explicabilité, ne serait-ce que par exemple avec ce qu'on appelle le SEO sur Google, c'est que les gens vont manipuler les résultats. Ah oui. Ouais, donc ouais, on s'est posé pas mal la question justement sur si tu as un filtre à spam, est-ce que, il doit être open source? Est-ce qu'il est possible de faire un filtre à spam open source? C'est compliqué en effet. Hem, z Après, il faut bien se rendre compte que, de toute façon aujourd'hui, les gens cherchent à hacker de toute façon l'algorithme de recommandation de YouTube, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est ceux qui ont le plus de moyens pour, comprendre quelles sont les vulnérabilités de cet algorithme, qu'est-ce qui fait que telle vidéo va buzzer, qui vont plus y arriver. Donc ça crée déjà le manque d'explicabilité favorise ceux qui ont plus de moyens pour attaquer l'algorithme. Oui, mais l'explicabilité de la méthode, entre guillemets, existe. Tu vois, nous, pendant dans ces lives du lundi, on a vu plein de fois les papiers, des ce qu'on appelle les Tower models des systèmes de recommandation de Ouais. YouTube et cetera, qui expliquent. Mais en fait, grosso modo, même Facebook les explique, mais en fait, ils s'en foutent parce que personne pourra réentraîner à l'algorithme de recommandation de YouTube parce que c'est eux qui ont les données. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, sur Ouais, l'explication des ouais, approches clairement. et cetera, il y a pas de problème. Mais sur l'entraînement des données, là, ça pose, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre, d'avoir, plein de papiers. Moi, je sais plus avec qui je parlais de ça à un moment donné avec Hardisk et je lui disais: «Ouais, mais tu sais, il y a des papiers de recherche qui expliquent comment fonctionne l'algorithme de YouTube» et il me disait: «Ah bon?» et oui, mais en fait, tu as pas les données, donc en fait, pour toi, c'est un truc scientifique, tu vois? Ouais, bah, c'est même pas enfin, c'est un truc théorique, c'est même pas Ouais, parce ouais. que tu peux avoir des trucs scientifiques qui vont étudier le vrai algorithme de YouTube, et puis même là, souvent, en fait, tu es obligé de créer des faux comptes pour, essayer de voir, qu'est-ce que du coup, tu as pas le comportement de YouTube pour un vrai utilisateur, donc c'est très compliqué d'étudier, ces algorithmes. Après, enfin, là où je veux enfin, d'un point de vue théorique, en tout cas, moi, la question formelle qu'on se pose d'un point de vue théorique, c'est est-ce qu'on peut faire des algorithmes, ce qu'on appelle, strategy proof ou incentive compatible? C'est-à-dire, des algorithmes pour lesquels la meilleure stratégie pour un attaquant, c'est d'agir, d'avoir un comportement, qu'il aurait, quoi. C'est de favoriser l'honnêteté. Donc il y a aussi enfin, c'est un des domaines de recherche qu'on essaie vraiment un peu d'initier. On a un peu du mal à publier les papiers dans ce sens. Mais voilà, je pense que c'est une question qu'il faut beaucoup plus réfléchir. C'est est-ce que lorsqu'on a un système, est-ce qu'on encourage les gens à avoir des comportements naturels ou est-ce qu'on, va clairement favoriser, des comportements bizarres et du coup, on va avoir des données très bizarres et puis du coup, notre algorithme, il va apprendre à partir de données très bizarres, il va avoir des comportements du coup très bizarres. Donc ça fait partie des contraintes qu'on pourrait imaginer pour des algorithmes de machine learning. Alors, mais quand tu parles de comportements très bizarres, moi j'aimerais bien, qu'on prenne, justement ton projet Tournesol, qui est super d'ailleurs et bravo pour ce type d'initiative parce qu'il en manque grandement. Mais j'ai une petite critique, la Ouais, petite critique, c'est que, j'avais discuté moi avec des chercheurs justement en IA, qui m'expliquaient ouais, que le déclaratif ne marche pas sur les systèmes de recommandation. C'est-à-dire faire du déclaratif de ce que les gens aimeraient, ça va pousser vers un idéalisme qui n'est pas la réalité de la consommation. Je m'explique. Par exemple, quand je prends ton application Tournesol sur les recommandations, ouais, tac, 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 donc il va y avoir, toi forcément, tu vois? ouais. Rien que ça pour moi, c'est entre guillemets pas je sais même pas si on pourrait appeler ça un biais parce qu'au final c'est du déclaratif et après tu vas avoir, un schéma entre guillemets, si je peux dire, désolé du terme, mais de bien-pensance dans le sens où on va parler de la viande, on va parler du climat, on va beaucoup, beaucoup parler du climat, du Qatar et cetera et au final, en fait, ce déclaratif s'enferme lui-même dans une bulle de filtre, tu vois? Qui est une bulle,
un peu, ce qui est bien, ce qui est pas bien, donc le climat ou ce qui est moral ou non moral, ou ce à quoi on aimerait que la réalité ressemble et ça, c'est les résultats de ton système de recommandation. Alors que quand on regarde la réalité de ce que les gens consomment et ben, en fait, c'est, des gens qui dansent sur TikTok, tu vois? Généralement dénudés. Alors et qu'est-ce que tu réponds à ce type d'argument? Alors, je suis pas sûr de comprendre la critique. La critique, c'est qu'on fait pas les La mêmes critique, recommandations c'est que que YouTube? les recommandations ici ne représentent pas entre guillemets, la consommation naturelle des gens, mais vont plus avoir tendance à pousser vers un idéalisme moral, vu que c'est du déclaratif. Si Parce qu'en fait, au tout si début, moi, quand je me suis inscrit sur l'application, ouais, on me présente des vidéos et on me dit: ça, j'aime pas». ouais, Donc forcément, les gens, vu que c'est du déclaratif, ils vont dire peut-être «j'aime» beaucoup tout ce qui va être, bien-pensance, générale, tu vois? ouais. Donc la critique, c'est que ce Je suis système de pas sûr de voir encore la recommandation critique. ouais, le système de recommandation ici va me recommander, ne va me recommander des choses, qui ne sont pas, une des choses que je regarderais naturellement. Et ça, c'est une critique, tu penses? Ah bah, ça, c'est là Parce que où on peut poser la question parce que les gens, au final, ils cliquent sur ce qu'ils veulent et là, tu mets en avant du contenu, heu, «bien pensant» entre guillemets, en mettant, du climat et cetera, qui est important, hein, attention, hein, je dis pas que c'est pas important, hein, mais en fait, naturellement, ce que les gens vont consommer, tu vois? ouais, alors, OK, alors j'ai peut-être une réponse par rapport à ça, donc si ça correspond, enfin, tu vas me dire si ça répond à ta question, mais, je pense qu'on a une vision beaucoup trop individualiste des algorithmes de recommandation. On se concentre beaucoup sur, l'utilisateur et peut-être un peu sur le créateur et sur la plateforme. Alors que, il y a des effets, sociaux, donc l'exemple que je prends tout le temps, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est recommandé à 100 millions de Russes via la télé ou via, heu, VK ou je sais pas trop quoi, affecte la sécurité de 40 millions d'Ukrainiens. De la même façon, l'information sur laquelle clique naturellement, 1 000 000 de Chinois aujourd'hui, met en danger 20 millions de Taïwanais, ou de gens au Xinjiang. Ce que je veux dire, c'est que les effets enfin, il faut vraiment réfléchir, je pense, à la société en son entièreté, quand on réfléchit à la consommation, d'informations et de voir que, par exemple, des appels à la haine que les gens, préfèrent voir, bah, en fait, peuvent mettre en danger la vie en danger de d'autres personnes Et tu et penses pas qui que que du coup, justement pour les la systèmes de sécu recommandation excuse-moi, tu penses pas justement que les systèmes de recommandation des GAFAM, en recommandant ce type de contenu, malheureusement, c'est parce que la majeure partie des gens consomment ce type de contenu, c'est pour ça qu'ils sont recommandés à l'autre majeure partie? en tout cas, c'est une partie du problème. Enfin bon, après il y a des campagnes de désinformation pour amplifier artificiellement ce genre de Ouais, bien contenu. sûr. Mais clairement, oui, beaucoup de gens aiment cliquer sur genre de contenu. Et c'est là qu'il y a un énorme problème. C'est que, la haine est extrêmement addictive, et extrêmement, propagée par des utilisateurs authentiques. Et le problème, c'est que cette haine, elle met en danger des personnes qui n'ont rien demandé, enfin qui ne font même pas partie du système. Ouais, par exemple, prendre le cas du Myanmar, ouais, il y a une communauté, les Rohingyas, ouais, il y a 700 000 Rohingyas qui ont dû déménager de chez eux et ça fait, maintenant 4 ans qu'ils habitent plus chez eux et qu'ils sont dans des bidonvilles au Bangladesh. Pourquoi? Bah, parce que, il y a la majorité de la population, au Myanmar qui aime cliquer sur des vidéos qui disent du mal des Rohingyas. Et donc c'est là que je pense qu'il faut vraiment, abandonner, c'est un peu cette vision juste utilisateur et algorithme parce que, voilà, c'est les habitudes de consommation des gens mettent en danger d'autres personnes. OK, c'est intéressant. En fait, moi, cet argument, j'ai souvent tendance à dire, alors les exemples que tu dis sont très forts et je peux même rajouter un autre exemple. Par exemple, pendant la campagne d'Hillary Clinton, contre Donald Trump, les vidéos de Donald Trump étaient plus recommandées que les vidéos d'Hillary Clinton. Je vais te montrer même un truc, je sais pas si tu l'as vu, c'est un article de blog en vrai assez cool, enfin, c'est un article de blog qui est même un petit papier, de Twitter qui ont analysé en fait, les boosts algorithmiques qu'il va y avoir sur l'amplification des différents partis politiques. Ouais, avec Alors l'extrême attends, droite qui est plus, je vais te partager ça rapidement, tu vas me dire si tu le vois. Il faut que je retrouve rapidement, bam bam, je fais le ninja, tac 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 tac, the paper here. OK, très bien. Voilà, donc ici, je vais vous le partager aussi dans le
sur Twitch, vous allez le voir. Donc ici, c'est Algorithm Amplification of Politics on Twitter et il y a un schéma qui est assez fort. Ici, ils ont constaté qu'en fonction des différents partis politiques, ceux qui avaient le plus de boost algorithmique, c'était les partis d'extrême droite. Ouais. Les partis d'extrême droite avaient leur contenu qui était beaucoup plus recommandé, tu vois? Donc ça va un peu Ouais. dans le sens où tu dis, c'est-à-dire qu'on peut imaginer comme Trump, Hillary Clinton, que c'est des contenus beaucoup plus sensationnalistes et en fait, les gens vont avoir tendance à beaucoup plus cliquer dessus. Mais en fait, une fois qu'on a dit ça, où est-ce qu'on met le seuil? Où est-ce qu'on met le threshold? Je m'explique. Parce qu'aujourd'hui, si on se dit: «OK, il ne faut pas recommander du contenu qui va pousser au génocide d'un peuple». Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ce chat pour le dire. Mais en fait, jusqu'à où on met ce threshold de: «Il ne faut pas recommander ça». Tu vois? Parce que demain, peut-être qu'il y a un président, je ne sais pas dans quel pays, qui va convoquer, YouTube et qui va dire: «Oh, oh, vous arrêtez, vous recommandez plus les gens de l'autre parti». Parce qu'en fait, on a ouvert une boîte de Pandore qui est que Ouais. la on rajoute des choix moraux dans des systèmes de recommandation et c'est là où, en fait, tout ce que tu voulais éviter va aller de l'autre côté en termes de dangerosité sur le filtre d'information, tu vois? Ouais, donc le enfin, il y a clairement des dangers de récupération comme ça. Donc l'idée du coup pour se protéger de ça, c'est d'avoir un système qui est collaborativement, gouverné. Donc ça pose plein d'autres problèmes, hein. Je dis pas que ça résout tout, en disant ça comme ça. Mais c'est exactement ce qu'on fait dans des démocraties, quoi. On évite, autant que possible d'avoir, un truc qui est gouverné unilatéralement et au moins il y a des contre-pouvoirs, enfin, une diversité, de gens, capables d'influencer les décisions et donc c'est ce qu'on essaie de répliquer d'une certaine manière sur Tournesol. Et tu dis pas que, par exemple, sur Tournesol, aujourd'hui, c'est du déclaratif, de vraies personnes, mais demain, par exemple, moi, je fais un bot ou je sais pas et je fais plein de déclarations négatives et cetera, de manière assez maligne, je le fais pas d'un coup et cetera et demain, je pourrais me retrouver à te recommander des vidéos justement de ce que tu critiques là. Donc ça veut dire que c'est tout le problème aussi, quand on se base sur des systèmes, entre guillemets «déclaratifs». Ouais, ouais, donc c'est le problème de la sécurité, tout simplement. Et donc bon, ça, c'est dans tous les systèmes, hein. C'est YouTube a le même problème, hein, donc les faux comptes, Facebook, c'est 6 milliards de faux comptes par an, qu'ils retirent, donc tous les systèmes ont ce problème. À partir du moment où c'est participatif et qu'en plus, on parle parfois de permissionless, c'est-à-dire qu'il y a pas une liste prédéfinie de participants, que du coup on accepte les gens au fur et à mesure, il y a vraiment le risque de création de faux comptes et donc pour se protéger de ça, on a pas mal de mesures de sécurité sur Tonsol. Enfin, c'est vraiment mon sujet de recherche, hein, pour le coup. Donc qui vont de la certification de compte à l'influence maximale d'un individu unique. Hem, voilà et à différentes techniques par rapport à ça et c'est tout un champ de recherche de savoir comment est-ce qu'on fait des systèmes, heu, qu'on qu'on puisse maîtriser autant que possible que, bah, typiquement un algorithme, de traitement du langage, par exemple GPT-3, je pense qu'il faut vraiment le voir comme un système de vote. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu exprimes une fois que tu t'exprimes et que tu dis une phrase sur Reddit et tu sais que ça sera repris par un GPT, N+1, d'une certaine manière, c'est comme si tu votais pour que cet algorithme répliquait ce que tu prenne les positions que tu as dites, quoi. Et l'un des problèmes aujourd'hui, c'est que littéralement, ceux qui parlent plus ont plus de voix, plus d'influence sur l'algorithme. Donc c'est pas des systèmes de vote sécurisés, c'est des systèmes de vote où, littéralement, en créant plus de faux comptes et en parlant plus, on gagne de l'influence sur le résultat, du vote. Ouais, très Et intéressant. heu et donc on a pas mal de réflexions sur comme ça, donc je sais pas, pour ceux qui connaissent, l'idée c'est typiquement, on a un principe qui s'appelle, une personne, une force unitaire. C'est, donc au moment de la descente de gradient, on peut calculer un gradient par individu et l'idée c'est que chacun a son gradient qui est une force au plus unitaire, heu et que du coup, aucun peut, influencer beaucoup plus. Une notion de fairness aussi derrière ça, qui permet du coup de limiter les influences d'un utilisateur unique. Mais en même temps, est-ce que si on reprend l'exemple de YouTube, parce que je pense que ça parle à pas mal de gens dans le chat et c'est ta plateforme favorite et c'est la mienne aussi, du coup, vu qu'on publie dessus. Est-ce que le but de YouTube, c'est de garder les gens sur la plateforme, de faire en Ouais, sorte que les gens reviennent sur la plateforme, tu vois? ouais. Et quand tu dis la «force» entre guillemets d'un individu ça serait mieux d'équilibrer entre guillemets les forces, d'un individu. Parce que plus quelqu'un va parler, plus il va, participer, au résultat. Mais en même temps, c'est ce que YouTube veut. C'est-à-dire que YouTube, peut-être,
ne va avoir aucun intérêt à apprendre des gens qui viennent une fois par an sur la plateforme, par rapport à quelqu'un qui consomme 2-3 heures de vidéos, tu vois? Et ils ont tout autant d'intérêt à reproduire les schémas de séquences de vidéos de quelqu'un qui vient 2-3 heures parce qu'ils savent que c'est «addictif» entre guillemets ou parce qu'ils Ouais, savent que ça le complaît, plutôt que quelqu'un qui vient une fois toutes les 2 semaines ou tous les mois, tu vois? Donc ouais. ce que tu désignes comme un problème, c'est aussi une des choses importantes pour YouTube, pour la reproduction, de comportements intéressants pour leur plateforme. Ouais, tout à fait. Il y a une tension ici entre, les profits économiques, de l'entreprise une gouvernance, plus sécurisée et plus équitable, de ces algorithmes, oui, On en clairement. revient toujours au même point, quoi. L'argent versus le reste du monde. C'est incroyable, j'adore cette discussion. C'est trop intéressant, c'est trop intéressant. Et c'est pas c'est ouais, bah, il y a pas que l'argent, hein, l'autre exemple, Ouais. c'est le gouvernement chinois où c'est le pouvoir, c'est mais bon, voilà, il y a des intérêts, enfin, il y a des intérêts énormes de la part des concepteurs. Enfin, la raison pour laquelle il y a autant d'argent pour les chercheurs en IA, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent parce qu'ils pensent pouvoir utiliser ces IA pour, différents objectifs, hein, gagner de l'argent ou gagner plus de pouvoir. Mais que du coup, forcément, le développement des IA est, soumis à ces contraintes, Mais justement, tu penses pas alors là, je vais me mettre défenseur de Google, d'accord? Mais tu penses pas vas-y. que mais parce que voilà, histoire que j'apporte aussi une contradiction. Mais même si je le fais, je pense d'ailleurs, dites-nous, dans le chat, est-ce que l'échange vous plaît? Est-ce que vous voulez plus de ça, moins de ça, et cetera? Hem, Aujourd'hui, YouTube, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais ils ont une feature intéressante qui est quand tu regardes une vidéo ou des choses comme ça, ils te disent comment vous vous êtes senti par rapport à ça. Tu vois? Ouais, Est-ce que vous j'ai vu. recommanderiez ça et cetera? Donc aujourd'hui, même, ils prennent des espaces publicitaires pour faire des sondages, Ouais. tu vois? Est-ce que ça va pas dans le sens quand même et dans le bon sens peut-être de ce que tu dis? Bah, peut-être, c'est impossible de savoir. Enfin, j'ai pas de ils communiquent très peu, enfin, j'ai pas vu beaucoup de communication sur ça et en tout cas, j'ai pas l'impression que ces données soient publiques, et je sais pas comment est-ce qu'ils les utilisent donc c'est peut-être un truc qui va dans le bon sens, mais j'ai trop peu confiance aujourd'hui en les développeurs et les chercheurs de Google pour dire que ça va vraiment dans le bon sens. Intéressant, intéressant et du coup, est-ce que, dans ta vidéo, on sent quand même une certaine envie, on va dire, de faire en sorte que, les sujets de privacy et cetera aient plus de voix. Qu'est-ce que ça vient d'où cette envie, si je peux me permettre, limite cette frustration? Tu sens qu'aujourd'hui ton travail est tout aussi important peut-être que des choses qui sont mis en avant et qui sont plus valorisées. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus valorisés? Je pense qu'on a la réponse parce qu'on vient de la dire aussi. Pourquoi ils sont plus valorisés? Parce que quand tu mets Google, c'est eux qui Mmh. ont tout le pouvoir et cetera. Mais une fois qu'on a dit ça, alors qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Hem, alors, sur un point, moi je suis pas à fond sur la privacy, hein. Ouais, Déjà c'est pas mon sujet de recherche. Je pense que ça pose des problèmes, mais la sécurité du machine learning est pour moi beaucoup plus grave, enfin qu'on voit que ça a mené à des génocides, en tout cas, avérés dans le cas de enfin reconnus par, Amnesty International et par l'ONU dans le cas, de Facebook au Myanmar et mais bon très largement avérés dans plein d'autres cas, également. Donc moi, c'est plus ça, c'est vraiment l'influence, géopolitique à l'échelle, mondiale qu'ont aujourd'hui ces algorithmes qui me préoccupent le plus. En termes de tu sais, en balance coût, risque, bénéfice, là, je pense que les risques sont vraiment énormes. Heu et donc moi, l'objectif vraiment de cette vidéo, ce que j'aimerais, c'est que, plus de gens, d'experts du domaine ou de ouais, des ingénieurs et des chercheurs du domaine, prêtent attention à ces questions, heu, soient beaucoup plus critiques des claims positifs et réfléchissent à tous ces effets secondaires, ce qu'on appelle dans notre livre, les effets secondaires indirects. C'est parfois indésirables, enfin souvent indésirables et difficilement prévisibles et ce qui sont si faciles à louper si on ne prend pas le temps de réfléchir à voilà, quelle est la conséquence de déployer tel algorithme à telle échelle? Hem et donc je pense que plus on réfléchit à ça, plus on se rend compte qu'il y a vraiment une responsabilité énorme et qu'en particulier la communauté scientifique, heu
Bon déjà, enfin, il y a un autre aspect aussi, c'est juste qu'en termes de rigueur scientifique, c'est catastrophique. Enfin, c'est en termes de enfin moi je suis très déçu juste sur l'aspect scientifique, hein, oublions les conséquences, voilà, il y a littéralement des papiers qui mentent sur les résultats de leur propre article et ils sont, au lieu d'être rejetés, ils sont acceptés, célébrés, cités des milliers de fois, par les pairs académiques donc J'ai vu plein de fois sur Twitter, notamment, il y a des gens qui se sont moqués typiquement de l'article de DALL-E 2 d'OpenAI et il y avait un chercheur de Carnegie Mellon justement qui disait, «Il faut arrêter les conneries avec ces articles-là. Ces articles n'ont rien de scientifique, c'est du pur blabla marketing». Tu vois? C'est que des résultats, nanana, aucun truc de reproductibilité, aucun test, rien. C'est juste regarder comme on est trop fort et tu sais, ils l'ont mis sous forme Time New Roman et voilà, histoire de faire un truc scientifique et d'autant plus dans le cadre de l'intelligence artificielle, du ouais. machine learning et cetera et toi, tu le sens ça? Ah ouais, à fond quoi là. Enfin là, il y a une crise de la reproductivité énorme en machine learning, hein. C'est très difficile de reproduire un résultat. J'ai déjà entendu des histoires de papiers, bah, qui font tel truc et puis on demande on n'arrive pas à reproduire, on demande aux chercheurs, comment vous avez obtenu le résultat et puis voilà, ils te sortent: «Ah ouais, on a utilisé tel paramètre, voilà, heu, Mais il y a des initiatives cool, li» comme le truc que j'affiche, tu vois? Paper with Code. Moi, j'aime bien. C'est justement pour répondre à ce besoin de reproductibilité, du machine learning. Donc il y a quand même des initiatives cool pour le coup, je fais un constat un peu moins amer que toi sur ce point de la ouais, reproductibilité parce qu'aujourd'hui, on essaye de faire en sorte au maximum que ce soit reproductible. Après, comme tu l'imagines, et il y avait c'était un chercheur, ça, en anglais, qui disait, ouais, qu'aujourd'hui, avec les modèles, large scale, tu vois? Les modèles avec des gros datasets, en fait, ouais. les seuls qui étaient capables de les reproduire, c'était les GAFAM et au final, Ouais, ouais, aujourd'hui les ça autres ne peuvent pas challenger l'apprentissage, rien du tout et du coup, tu te retrouves dans un genre de super capitalisme du ouais, modèle aussi des modèles aussi, tu vois? bah, il y a j'ai vu des estimations, genre le coût de l'expérience du modèle, du papier, ça se chiffre parfois en millions, quoi. Ah mais 5 000 000 pour, C'est Stability c'est AI a dépensé 5 000 000 pour reproduire un modèle de Stable Diffusion, c'est tu vois? Donc et un c'est truc genre GPT-3 et cetera, ça coûte 15 000 000, tu vois? ouais, ouais, c'est ça, donc bon, heu, ouais, donc il y a ce problème. Un autre aspect, c'est je sais pas si je vais choquer beaucoup de gens en disant ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de théorèmes faux, hein, qui sont publiés, j'ai en machine learning, ça m'étonnerait pas que la majorité des articles, ont un théorème faux, quoi. Il y a un chercheur, Leslie Lamport, qui lui estimait à 1 article sur 3 en informatique a un théorème faux et enfin, je pense que machine learning, c'est moins bon que en termes de rigueur, Est-ce que faut se rendre compte comment les reviewers reviewent les papiers, enfin, y compris moi, hein, c'est quand j'ai un article avec un théorème mathématique, moi je me pose la question: «Est-ce que ça a l'air vrai?» Et si ça m'a l'air vrai, je vais pas lire la preuve parce que la preuve est en appendice, ça fait souvent des dizaines de pages et tu es pas récompensé pour avoir trouvé une faute, dans l'article d'un autre, surtout si l'article est pas publié. Et donc en pratique, les preuves scientifiques ne sont pas, les preuves mathématiques en machine learning en tout cas, mais dans beaucoup de domaines, ne sont pas, relues. Ouais, ils ne sont pas relus, ouais. Mais il y a quelqu'un dans le chat qui disait, qu'il travaillait aussi dans son labo, les reviewers, ils avaient jamais le temps de faire des vraies reviews et du coup, c'était un jeune chercheur qui se collait, pour faire les reviews et dire, «Oui, oui, c'est bon, ça a été peer review» et cetera Ah ouais. et on se rend compte qu'on est aussi, dans un monde où, bah, un monde d'humains entre guillemets et parfois les gens, ils se retrouvent avec du taf à 18 h et ils se disent: «Bah, je préfère rentrer chez moi et aller boire un café», tu vois? Ouais, Et je pense ouais. qu'il faut avoir aussi cette «humilité» entre guillemets de se dire que c'est pas parfait, quoi. Mais après, une fois que c'est pas parfait, une fois qu'on a dit ça, c'est important de relativiser, comme tu l'as dit, par rapport aux dangers que certains algos peuvent le faire. Mais moi, tu vois, typiquement, je suis pas d'accord avec toi sur un truc quand je te lis Ouais, sur Twitter et cetera. Je trouve que tu es très, alors attention, ça va être une critique, d'accord? Mais une critique en toute sympathie. Je trouve que tu es très, si on devait faire le parallèle, tu es un peu l'Elon Musk et moi le Zuckerberg, tu vois? Dans le sens où OK. tu non mais Là, c'est une insulte, je suis pas sûr que je vais l'accepter. en toute humilité, bien sûr. Non, mais dans le sens où, tu sais, il y avait le clash Elon Musk-Zuckerberg. Elon Musk disait, «Les robots vont tout détruire» et Zuckerberg, il lui disait: «Ouais, Ah ouais, calme-toi» et cetera et cetera. Dans le sens OK. où
Tu pas l'impression d'être, assez défaitiste quand même, sur le machine learning et le fait de tirer à boulet rouge, sur l'IA, le machine learning et cetera, ça risque, si tout le monde commence à faire comme ça risque de faire en sorte que notre champ de recherche juste, meure quoi, tu vois? On se retrouvera dans un hiver encore parce qu'il y aura plein de personnes qui diront: «Ben non, l'IA c'est trop dangereux, on va arrêter de faire ça» et on va repasser à des systèmes où, les matchs Tinder, ça va être random et beaucoup de personnes vont être tristes. Bah, on peut se poser la question, est-ce que les matchs Tinder, ça rend les gens heureux? Allez, C'est pas évident. vous avez 4 heures. Heu, ouais, donc c'est une question, enfin, c'est vraiment la question de, quels sont les enfin, moi, je vois vraiment la balance risque-bénéfice à peser, quoi et je vois beaucoup de risques, avec les algorithmes de recommandation en particulier, donc heu, donc je pense qu'il y a vraiment donc ouais, je suis très alarmiste, on va dire. Juste sur ces questions, je pense qu'il y a énormément de cas déjà, passés et ça fait plusieurs années en plus et comme au cours de ces dernières années, entre, voilà, Raoult qui est propulsé, par l'algorithme de YouTube. Un autre point que je voulais faire à un moment, c'est souligner le fait que, la plupart des vues, ça dépend beaucoup plus de l'algorithme de recommandation que du taux de clic, mais enfin, mais beaucoup plus. Et très bon point parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le chat qui l'ont dit. Ils ont dit: «Ouais, mais Anis, les vues dépendent beaucoup plus de ce que YouTube va te proposer que ce que les gens vont vouloir vraiment regarder». Ouais, il y a une excellente vidéo de Veritasium notamment sur le sujet, quoi, donc voilà, ces algorithmes sont vraiment très influents et donc moi, je trouve que l'état géopolitique du monde est inquiétant aujourd'hui et a tendance à devenir de plus en plus inquiétant. Il se passe des trucs en Ukraine, vous en avez entendu parler. Il se passe des trucs en Chine aussi, qui sont pas cool et heu et les démocraties aussi sont très fragilisées, enfin le Royaume-Uni, ouais, les États-Unis, le Brésil, heu, l'Italie et donc quand j'observe tout ça, je pense qu'il y a vraiment une urgence à beaucoup plus prêter attention aux algorithmes de recommandation. À la limite, je suis prêt à fermer l'œil sur tous les autres algorithmes de machine learning si jamais enfin, Aïe, mais il faut les armes regarder beaucoup plus les létales et algorithmes de cetera, on ferme recommandation. les yeux, les Je suis prêt à fermer enfin, pour moi, les algorithmes de recommandation sont plus dangereux que les armes létales parce que, alors je dans suis une d'accord avec société toi. où tout le monde a envie de se tuer, tu as pas besoin d'armes létales pour tuer tout le monde, quoi. Il suffit Alors d'une moi, je arme suis nucléaire. d'accord avec toi, mais pour une autre raison, dans le sens aujourd'hui où tu as des régulateurs qui s'amusent, notamment avec les AI Act et tout, à faire des pavés sur il faut pas d'armes automatiques, etc., etc. Mais par contre, effectivement, sur les systèmes de reco ou des choses comme ça, il n'y a plus personne, tu vois. Donc, C'est c'est ça. bien beau d'avoir peur de Terminator, mais aujourd'hui, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que les intelligences artificielles qu'on a tous, sans avoir besoin d'aller chercher un Terminator, c'est le truc que vous avez dans votre poche, c'est Netflix, c'est YouTube, etc., etc. Ouais, bah, les plus grosses entreprises aujourd'hui en IA, bah, leur business, c'est publicité ciblée et algorithme de recommandation, quoi. C'est ça l'IA, c'est la vraie IA, ceux qui financent la recherche en IA, c'est ça, quoi. Donc ça serait bien de prêter beaucoup plus d'attention à ça et je préfère fermer l'œil sur le reste, si ça, c'est résolu. Du coup, quand tu dis: «Tu es prêt à fermer l'œil, sur ça et cetera», mais du coup, enfin, tu vois, moi, typiquement, je te l'ai pas dit en intro, mais ça fait 2 ans et demi à peu près que je travaille que sur des systèmes de reco. C'est devenu Ouais, ma «spécialité» entre guillemets, notamment, moi, mes systèmes de reco que je développe, c'est souvent, des embeddings utilisateurs, des embeddings clients et je vais les rapprocher dans un espace vectoriel à coup de KNN, et cetera pour regarder, quel, article est proche de quel utilisateur ou quelle vidéo est proche de quel utilisateur et cetera. Donc moi, je travaille beaucoup, ouais, beaucoup, beaucoup sur ça et ça m'est déjà arrivé des questions éthiques. Je te donne ouais, un exemple. Une fois, j'ai entraîné un système de reco, tu vois? Et je dirais pas dans quelle boîte, mais c'était un système de reco qui allait recommander ce qu'allaient manger les gens, tu vois? Grosso modo, un truc type, Uber Eats ou un truc comme ça et la ouais. personne mangeait déjà très, très mal. Ah ouais, La personne mangeait déjà très, très mal et en fait, l'algo de recommandation ne lui recommandait que des trucs très, très mauvais pour la santé et du coup, moi, je ouais, suis parti voir les gens responsables et tout de l'app et je leur ai dit: mais on fait quoi?» Ils m'ont dit: «Ben, c'est ce qu'elle veut manger». J'ai dit: «Bah, ouais». Ils m'ont dit: «Bah, on lui pousse ce qu'elle veut manger, quoi». Tu vois? On n'est pas là pour, ouais.
pour la frustrer et cetera, quoi, tu vois? Donc c'est un peu compliqué, ces questions-là et par exemple Uber Eats, j'ai essayé de trouver des trucs d'Uber Eats et cetera pour checker et il y avait rien. Il y avait aucune documentation sur ces choix entre guillemets «un peu existentiels», tu vois? Ouais, bah, c'est un excellent exemple. J'ai j'avais jamais réfléchi avant, mais non, le truc auquel je pensais beaucoup plus, c'est plus, sur l'algorithme de recommandation de YouTube qui peut pousser aussi à des addictions, à des gens qui essaient par exemple d'arrêter de boire et puis voilà, ils voient plein de vidéos de gens qui consomment de l'alcool. Hem Et puis bon, des problèmes de santé mentale liés à Instagram, typiquement en comparaison, heu, enfin attends, il y a pas mal de dépression d'adolescentes, à cause d'Instagram. Heu, mais oui, ça je pense ça pose des questions sérieuses. Enfin, un truc qu'on pourrait dire, c'est par exemple, c'est qu'en Chine, le TikTok, local, Douyin, est interdit, enfin, tu as des régulations très strictes de consommation de Douyin, en Chine, quoi. Hem, Mais est-ce que tu penses vraiment qu'en France, ça marcherait? En Chine, je pense, c'est entre guillemets, je sais pas, je connais pas très bien la Chine et je m'y intéresse de plus en plus. Mais je pense que c'est plus accepté, il y a des trucs aussi de consommation sur League of Legends. Ils ont pas le droit de jouer à plus de X heures de League of Legends et cetera. En France, ce type de truc, un peu entre guillemets, «système totalitaire», tu penses que ça pourrait passer? Enfin en France ou en Europe et cetera? Moi, je pense pas, hein. Alors il y a des régulations, hein, pour la publicité, voilà, une publicité d'alcool doit être accompagnée avec, le message à consommer avec modération, bah, pareil le tabac, faut écrire ta fumer tue, tout ça. Tu as des publicités qui sont illégales. Donc déjà, enfin publicité, c'est ciblé, c'est un énorme problème parce que toutes ces réglementations qui existent et qui devraient être appliquées sont aujourd'hui inapplicables sur le web. Parce que, voilà, Google recommande des millions, des milliards de publicités par jour. C Et on n'a aucun œil enfin, c'est très difficile de savoir ce qui est recommandé. Donc, la conformité avec la loi ici, c'est même un problème. Après sur les algorithmes de recommandation, c'est encore plus compliqué parce que, bah, il y a pas de régulation et les régulations à venir, à l'échelle européenne, notamment le DSA, Digital Services Act, parlent de modération, mais pas de recommandation. Et donc c'est vraiment retir enfin, ouais, il y a quand même des initiatives pour la modération, mais pour la recommandation, c'est beaucoup plus compliqué et donc c'est clairement très compliqué. Mon espoir, c'est plus qu'on se dise que le problème est très important et qu'il faut le gouverner collaborativement et au moins on ait chacun une petite influence sur, le genre de contenu qu'on veut voir beaucoup plus recommandé. Hem Avec potentiellement des trucs, des organismes, je sais pas, par exemple, le GIEC pourrait avoir son mot à dire sur, en particulier, les vidéos, sur le climat. Bah, c'est un truc qu'on aimerait bien pouvoir explorer, par exemple, sur Tournesol, avoir, des gens du GIEC et faire les recommandations du GIEC sur le climat. Hem, donc ça me paraît pas complètement perdu d'arriver à des choses comme ça, mais bon, clairement, c'est compliqué. Ouais, c'est d'autant plus compliqué que, en vrai, malheureusement, les gens, ils sont d'accord pour dire aujourd'hui de plus en plus: «Le climat, c'est important, le climat, c'est important». Je te garantis que tu mets 10 personnes représentatives de la population française, dans une salle, tu leur mets, toutes les propositions YouTube, ils vont plus cliquer sur Inoxtag et Michou qui jouent à League of Legends. J'ai rien contre Inoxtag et Michou, merci de pas faire de drama avec Inox, mais qui vont, qui vont cliquer, sur ça qu'autre chose, tu vois? Donc à un moment donné, c'est aussi entre guillemets, la nature humaine et et je le justifie pas, hein, et je le valide pas, hein, mais qui pousse aussi, à recommander, ce type de contenu et je reviens très rapidement sur le point que j'avais dit tout à l'heure, sur lequel tu es passé assez rapidement. C'est, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essayent de rétro-ingénierer l'algo YouTube, Mmh. l'algo Twitter, moi le premier, tu vois? Globalement, c'est ce que comme on l'expliquait tout à l'heure, vu qu'on n'a pas les datas, c'est quasiment impossible de rétro-ingénierer. Sinon, tu vas juste, sortir des trucs du chapeau en disant, «Bah, le watch time, ça compte», tu vois? Moi, ça me fait assez rigoler toutes les vidéos, je vous explique l'algorithme de machin, je vous explique l'algorithme de machin. Mais vas-y, parce que même moi, je sais pas, ça fait 2 ans et demi que je travaille sur les systèmes de reco. Même les ingénieurs de Google, ils savent pas, donc Même les ingénieurs de Google, ils savent pas. Mais ouais, Jacques qu'est-ce Mine que tu sur veux? Instagram le sait. Le problème, c'est que si demain, encore une fois, on dit: «Ben, il faut vous forcer à expliquer les algorithmes», ben, je t'ai dit, les gens, ils vont manipuler,
ces algorithmes. Il y a enfin, la manipulation la plus acceptée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le SEO, par exemple, sur Google, le référencement. Et ben, rien que ça, entre guillemets, c'est de la manipulation de l'algorithme Google de référencement, tu Ouais, vois? Donc, en vrai, c'est à ouais, chaque donc fois qu'on c'est un serpent qui se mord la queue, je trouve, je pense, tu vois? bah, j'ai répondu sur le problème Ouais. de la stratégie proofness, quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir des algorithmes qui recommandent, enfin qui en enfin, de telle sorte que pour un attaquant, la meilleure façon d'attaquer l'algorithme, c'est d'avoir son comportement naturel. Donc ça, c'est un peu un idéal, hein, bien sûr, on n'a jamais de truc qui vérifie exactement ça. Mais, au moins réfléchir à ça, hem et donc ouais, donc il y a pas mal de notre recherche va dans ce sens et à partir du moment où tu as des propriétés qui vont beaucoup plus dans ce sens, également des propriétés de robustesse, c'est plus OK, en tout cas, de chercher également l'explicabilité. Hem, moi, l'explicabilité, enfin, l'explicabilité, ouais, j'aime dire que le mot explicabilité demande à être expliqué et que le mot transparent n'est pas très transparent à mes yeux. On va pas s'en sortir les on va pas s'en sortir là. Et donc ça, c'est un vrai problème dans la recherche parce que dans la recherche, chacun a sa définition et du coup, bon, bah, voilà, il y a des articles qui font de l'explicabilité mais qui en fait, ont rien à voir. Donc il y a plusieurs enfin, c'est déjà une notion, psychologique, hein, enfin, en plus de nécessiter des outils, informatiques, c'est avant tout, je pense, une notion psychologique de voir qu'est-ce qu'une explication qu'on juge, acceptable, à partir de quand on peut dire: «Ouais, c'est bon, ça me va, j'ai compris». Sachant en plus que ça dépend des données, ça donc à quel point j'ai confiance aussi. Je pense que la notion plus importante, c'est la notion de confiance. Est-ce qu'on a confiance que, l'algorithme fait vraiment ce qu'on voudrait qu'il fasse? À quel point on est confiant qu'il fait ce que les développeurs disent qu'il fait? Est-ce qu'on est à quel point on est confiant en le déployant dans tel contexte, ça va avoir le genre de comportement et ne pas avoir d'effets secondaires, dramatiques? Et donc ouais, je pense que la notion de confiance est plus importante, ouais. La notion de confiance est effectivement plus importante que la notion d'explicabilité pour toi? Ouais, elle est pas beaucoup plus facile à étudier, Ce que j'allais dire, c'est quoi mais la confiance du coup? un des gros problèmes, de la confiance, là où c'est difficile avec la confiance, c'est que, la enfin, on a tendance à faire confiance à des choses auxquelles on devrait pas faire confiance et parfois on fait pas confiance à des choses auxquelles on pourrait faire confiance. Hem, enfin moi personnellement, le fait que beaucoup de gens utilisent TikTok, me fait dire que les gens font confiance à une application à laquelle ils ne devraient pas faire confiance. Hem Donc, ouais, donc c'est une notion compliquée et pour moi, la confiance, ça passe beaucoup par, beaucoup plus de vulgarisation, beaucoup plus, d'explication, des risques et des enjeux, du fonctionnement global de ces algorithmes, mais également des campagnes de désinformation pour les hacker et juste mieux comprendre, les algorithmes et également l'écosystème dans lequel ils évoluent. Tu avais dit un truc hyper intéressant et ça sera un de nos derniers points parce que je vais pas t'embêter déjà, il faut savoir que je lui ai proposé hier sur un message Twitter, je lui ai dit: «Purée, tu vas pas venir sur le live demain?» Il m'a envoyé un DM, il m'a dit: «Oui, avec plaisir», trop, trop incroyable donc merci encore pour ça parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui auraient accepté et tu avais dit un truc hyper intéressant dans ta vidéo et j'y avais jamais vraiment pensé, quand tu disais même les recommandations sont, je paraphrase, hein, tu pas dit ça mot pour mot, mais même les recommandations sont un type de données personnelles et j'ai un exemple assez fort sur ça. Moi, Ouais. typiquement, j'ai un pote à moi, il s'était embrouillé avec sa copine limite jusqu'à la rupture parce que sa copine lui avait dit: «Vas-y, montre-moi ton TikTok ou montre-moi tes suggestions Instagram» et en fait, sur les suggestions Instagram, il y avait que des meufs, pas très habillées ou des trucs comme ça, quoi et du coup, elle a dit: «Ah ouais, tu consommes du contenu comme ça?» et lui, du coup, il a essayé de s'embrouiller: «Non, mais c'est l'algorithme et tout nanani nanana». Mais du coup, tu vois, même les recommandations, au final, sont une donnée personnelle et moi, j'ai trouvé cet argument vraiment très, 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 très intéressant pour le coup parce que j'y avais jamais pensé. Ouais, en tout cas, enfin, en effet, enfin, je pense que il faut vraiment, c'est difficile de réfléchir à toutes les traces qu'on laisse et à tout ce qui peut le révéler indirectement et c'est vrai que les recommandations, enfin, moi, j'y fais très gaffe à chaque fois que je partage mon écran, bon, sauf que mon YouTube est globalement très propre, hein, mais ouais, je fais très gaffe à tout ce que je laisse et y compris, voilà, si tu me demandes de partager mon écran et d'aller sur youtube.com maintenant,
J'irai en navigation privée. Vas-y, va sur youtube.com avec ton YouTube. Ouais, je sais pas comment partager mon écran avec la vidéo de trucs, là, On veut ça voir, on marchera veut pas. voir est-ce que tu as des vidéos de Defense Intelligence de recommander. Parce que moi, j'ai tout le temps tes vidéos recommandées sur mon feed. Euh, C'est dire, c'est dire, c'est dire. Il y a plein de gens dans le chat qui te disent il faudrait que tu live les. Ça serait incroyable de discuter avec toi. Est-ce que tu vas te lancer sur Twitch? Regarde, je vois que tu as le matos, tu as tout ce qu'il faut. ouais, moi, je pense pas faire de live, hein, C'est vrai? alors, en ce moment, je suis déjà assez débordé par d'autres choses, donc ouais, je trouve des excuses pour pas faire de live, en tout cas. Est-ce que vous avez quelques dernières questions pour nous? N'hésitez pas aussi à me dire, faut l'inviter à nouveau, ben, avec, Ouais. avec grand plaisir. De toute façon, il est le bienvenu quand il veut. D'ailleurs, même si toi, à un moment donné, tu veux parler d'un truc en live et tu veux te servir de ma chaîne pour en parler, c'est avec un immense plaisir, il n'y aura pas de problème. Euh, Alors, j'ai quand même ajouté quand même qu'on a un Discord sur Tournesol et je suis souvent sur le Discord de Tournesol, donc c'est souvent pour parler quand même de Tournesol. Mais voilà, on a souvent quand même enfin, on parle souvent quand même de toutes sortes de sujets divers et variés, notamment les mardis soirs. Si vous voulez alors, on venir peut sur le trouver le lien Discord. où? Je vais le partager. Donc il est sur le site de Tournesol. Je peux le mettre dans le chat. En fait, dans le chat, ça va pas passer, je pense. Attends, dans le site de Tournesol, il est où? Je vais le partager direct. Ah, je l'ai, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tac, Discord, full balance dans le live. N'hésitez pas à aller rejoindre, bien sûr, le Discord de Tournesol. Wow, j'ai eu le OK. Et la super initiative tournesol.app que je vais repartager là tout de suite. Comment est-ce qu'on peut t'aider sur Tournesol? Qu'est-ce que tu dirais aux gens comme call of action, call to action? Ouais, bah, alors le plus simple, c'est de comparer des vidéos, quoi, donc d'aller créer un compte sur Tournesol et puis de prendre des vidéos, typiquement que vous voulez promouvoir et du coup de les comparer à d'autres vidéos que vous voulez également promouvoir, mais peut-être un peu moins ou un peu plus. Si vous êtes, développeur, vous pouvez, contribuer à notre, enfin, le code est open source, hein, c'est sur GitHub, il y a voilà, si vous fouillez un peu sur le site, il y a des liens un peu partout. Et si vous êtes plus, chercheur ou si vous vous intéressez plus, à sécurité de machine learning, bah, enfin, il y a du enfin, c'est un peu plus compliqué, enfin, faut s'engager un peu plus, je pense, mais ouais, on a un article de recherche qu'on est en train de finaliser, qu'on va soumettre vendredi, qui présente un peu les algorithmes et bon, malheureusement, ils sont pas simples. J'aimerais bien qu'ils soient beaucoup plus simples, mais bon, pour la sécurité, il fallait faire des trucs un peu tordus. Mais voilà, si ça intéresse, et il y a plein de choses à faire, notamment, par exemple, un des trucs qu'on aimerait faire, c'est, faire en sorte que les calculs soient beaucoup plus réactifs en temps réel, calculs chez utilisateur, par exemple, pour, éviter de surcharger, le serveur. Attends, mais c'est intéressant, là, j'en profite rapidement. Là, il y a le documentaire Fake Up qui est recommandé sur Tournesol. Typiquement, ça, c'est un documentaire qui a été, Ouais. entre guillemets, catégorisé comme documentaire un peu complotiste sur le vaccin, etc., etc., qui a même été, je crois, viré de YouTube, etc. Tout à l'heure, tu as expliqué la dangerosité des systèmes de recommandation parfois. Et même dans ce système-là, on retrouve Fake Up, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah Attends, ouais, on me bah, dit j'avais que pas vu Fake Up, qu'il y c'est un était. debunk. Ok, Fake Up, c'est un debunk? Ok, bah OK. si c'est un debunk, je dis n'importe quoi. Bravo les. Ok, mais alors c'est quoi le nom du vrai Fake Up? C'est le debunk de Hold Up. Ok, autant pour moi. Donc Fake Up, c'est le debunk de Hold Up. Donc ok, il a largement sa place ici. Enfin, j'allais vouloir te mettre dans la sauce pour rien, je suis désolé. Non, Bah, mais en tout cas, enfin, hyper ça peut intéressant. arriver, hein, Comment? ça dépend de nos enfin enfin, notre algorithme dépend des utilisateurs, donc ça peut arriver, s'il y a 4 contributeurs qui pensent que telle vidéo est après souvent on va du coup, enfin ça va se voir, enfin celle-là je l'ai pas vue, mais ça devrait se voir s'il y a une vidéo problématique et après, bah, du coup on demande plus de gens de comparer cette vidéo. Bah, sur Discord, enfin il y a un des channels qui est bon, vidéo à comparer et voilà. Normalement, s'il y a suffisamment de gens, bon, on espère avoir un avis majoritaire qui correspond à l'avis de la communauté. Et pourquoi le nom tournesol alors?
Donc on cherchait un truc qui enfin, l'idée c'est du coup, de enfin, c'est littéralement se tourner vers le soleil quoi, donc essayer de sortir YouTube des ténèbres et et Ah, amener les gens à carrément. voir des trucs, plus plus brillants. Et tu discutes un peu avec YouTube, des plateformes comme ça, sur ce type d'initiative ou pas du tout? Alors il se trouve que j'ai fait une présentation de tournesol chez Google, au début de Tournesol. Donc je leur en ai parlé à plus des ingénieurs. Faut se rendre compte que Google, c'est une énorme machine et tout le monde tire pas dans le même sens, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup Je d'ingénieurs vois de très YouTube bien, ouais. qui ou de chercheurs qui seraient très contents de ça, mais ouais, et des avocats. Ouais, je vois très bien, il y a Mais des pas comités de trop relecture, internes chez Google avant que les papiers soient diffusés. Il y a ouais, même une équipe centrale, qui a finalement le dernier mot. Il faut que ça passe plusieurs checks et cetera. C'est toute une, c'est limite ouais. plus, que dans certaines universités, tu vois? Donc ouais, Ouais, c'est c'est assez fou. Est-ce que vous avez des dernières remarques, des dernières questions dans le chat? Et après on va laisser, les tranquilles. On l'a déjà pris pendant 1h40. Hésitez pas. Ou peut-être les si toi aussi tu as des derniers mots, des messages que tu veux pousser, vas-y avec plaisir, hein. Alors il y a une question sur, est-ce qu'ils peuvent choisir leurs algos de recommandation? Est-ce qu'on peut personnaliser en gros les algos de recommandation? Moi, en fait, il se trouve que sur Tournesol, on peut comparer les vidéos. Bon, alors la question de base, c'est, si on était algo de YouTube, qu'est-ce qu'on recommanderait davantage? C'est la question qui nous intéresse le plus, mais on peut aussi comparer les vidéos selon différents critères, notamment est-ce que quel contenu est plus fiable, quel contenu parle d'un sujet plus important, quel contenu est plus accessible à ceux au grand public. Et du coup, il y a moyen de personnaliser l'importance qu'on donne à ces différents critères pour avoir des recommandations plus personnalisées. Et du coup, on te dit merci d'être venu Lé et bravo pour ta, pugnacité. Il y a super débat, très instructif comme toujours. C'était super intéressant, merci. Je vais pas te déranger plus longtemps. Encore une fois, merci beaucoup Lé d'avoir accepté de venir, Bah, discuter avec merci. nous. Si tu veux passer, c'est quand tu veux. Si jamais je publie une vidéo sur YouTube sur laquelle tu n'es pas du tout d'accord, tu me dis: «Annie, je veux qu'on refasse le même, débat qu'on a fait la dernière fois». C'est avec un grand plaisir et merci beaucoup, pour ta création de contenu parce que même moi, avant de commencer YouTube, je regardais tes vidéos et je suis sûr qu'elles ont aidé, beaucoup, beaucoup de personnes, dans ce chat et merci de vulgariser, la science, au plus grand nombre parce que c'est immensément important surtout, surtout Bah, merci beaucoup et merci pour l'invitation et à une prochaine. à une prochaine. Bye bye, je te laisse te déconnecter. Merci beaucoup.